Salut à tous mes amis et bienvenue pour un nouveau podcast du Club Paname, édition 40. Déjà je vous remercie d'être avec nous, surtout ceux qui nous suivent depuis les débuts, ça nous fait extraordinairement plaisir. Ce soir je suis avec mes compagnons de toujours. Basto, comment ça va? Ça va très bien, bonsoir à tous. Dryas, comment ça va? Ça va bien, j'espère que celui-là va marcher. Et le plus sage d'entre nous, Olivier, comment ça va? Tout va très bien, merci Jimmy. Alors ce soir, petit programme sympathique, nous allons parler du match Rennes-PSG d'hier, où le PSG s'est imposé 3-1, et revenir sur le match honteux de Ligue des Champions contre Liverpool. On commence tout de suite par le match le plus récent, Rennes-PSG, c'est parti. Le PSG s'est donc imposé 3-1 en Bretagne. Rennes avait ouvert le score avec un magnifique but de Rabiot contre son camp. Le PSG avait vite recollé au score avant la mi-temps avec un but de Di Maria et on suivit en deuxième mi-temps Meunier et Choupo-Moting. Qu'avez-vous apprécié de ce match, mes amis Basto? Choupo-Moting, pas mal. C'était volontaire ou pas le Choupo-Moting? Pourquoi, comment on dit Choupo-Moting? Choupo-Moting, ouais. Ah, moi je dis Enfin, toujours je crois. Choupo-Moting. Je crois que c'est Motin, hein. Je suis pas sûr. Non, c'est Thiago Motta. Bref, moi, ce que j'ai aimé la réaction, au moins au niveau du score. Après, au niveau du jeu, on en reviendra tout à l'heure. Et sinon, j'ai aimé les ajustements tactiques, même si la seconde mi-temps est un espèce de foutoir total. Au moins, Tourelle prend le risque de jouer à fond la carte du déséquilibre. Il accepte de subir encore plus, mais pour se créer des occasions, ce qui n'était pas le cas en première mi-temps, où on égalise sur notre première frappe cadrée et où on est à l'arrivée assez peu dangereux. Ces changements, le premier déjà en 4-4-2 à plat, a un double effet avec un Neymar qui est recentré et qui d'un coup est beaucoup plus dangereux pour trouver ses angles de passe. Et il y a un Verratti qui d'un coup devient plus axial puisqu'on passe en milieu à deux alors qu'il était relayeur un peu sur un côté. Et ça permet de le voir en seconde mi-temps sortir de la première ligne de pression devant sa défense. Alors qu'en première mi-temps, Rabiot ne le faisait pas. Donc on a pu sortir plus facilement le ballon. Et ce deuxième mi-temps me confirme que je préfère voir Verratti en 6 que plus haut. Et enfin le deuxième ajustement de Tourelle quand il passe en 4-4 de losange où il décide de arrêter de garder la balle et d'allonger un peu. Il sort un milieu défensif pour un attaquant. On peut penser que ça va créer encore plus le déséquilibre et à l'arrivée ça équilibre plus la chose. Donc voilà, ces ajustements ponctuels pour ce match là, même s'il y a des choses à dire aussi. Merci à toi Basto. Dryas? Alors moi je suis un peu seul sur une île déserte, mais j'assume ma lecture. Moi j'ai adoré les 30 premières minutes, mais vraiment elles m'ont fait un bien fou. Si on juge la réalisation, le résultat brut, le nombre d'actions obtenues, enfin les chiffres, c'est trop entaché d'erreurs techniques de part et d'autre. Mais si on regarde les intentions, j'ai l'impression, moi ça faisait super longtemps que je n'avais pas pu m'enthousiasmer à ce point-là devant un match de notre équipe. J'ai 2 points à développer dans ce sens. Alors le premier point, c'est l'état d'esprit. On a vu, pour moi, des joueurs qui retrouvent de l'agressivité dans le bon sens du terme. On peut parler de Rabiot, Basto était en train de le critiquer, là je vais le mettre en avant, qui se battait à mes yeux comme un chien au milieu pour récupérer la balle. On peut parler d'un Draxler, qui sur un moment de la 23e, c'était à la 16e, j'ai eu peur qu'il écope d'un carton rouge, mais tout à coup qui s'est transformé en Wesh Wesh Boy qui attrape Jimmy l'a bandé sur cette action. Qui attrape le mec et c'est à mettre en parallèle aussi avec le fait qu'on était en train de regarder Draxler comme un gentil garçon bien élevé, enfant de bonne famille, limite simplet, et je reviendrai dessus plus tard. Et au-delà de l'agressivité, dans l'état d'esprit, je veux aussi citer par exemple Kim, qui est la parfaite illustration de ce que j'ai aimé dans le match. Énormément de ratés, défaillant défensivement, là où normalement il est relativement sûr, mais il est sorti de sa zone de confort. Il est allé très souvent, voire parfois un peu trop au milieu de terrain, il s'est projeté, il s'est essayé au transversal, il en a tenté 3. D'ailleurs, les transversales ont plutôt été réalisées avec succès. Bref, on a enfin eu autre chose que des joueurs grassement payés qui attendent leur chèque à la fin du mois. Ensuite, je veux développer les circuits de jeu. Le côté défaillant sur cet aspect, et on reviendra là-dessus, mais dans cette première mi-temps, première demi-heure surtout, était dû aux individualités. Mais les opportunités, elles étaient là en fait, elles étaient nombreuses. On avait une récupération la plus haute possible, des transitions qui se voulaient rapides, etc. Tout le contraire de ce dont on avait l'habitude, à savoir une équipe qui se reposait sur quelques individualités. On s'est retrouvé pendant une demi-heure avec une équipe qui, certes, avait des individualités défaillantes,
mais qui se reposait sur le collectif. Et je vais pas bouder mon plaisir quand enfin on retrouve un match vivant de notre part. Pour le reste, la deuxième mi-temps, comme l'a souligné Basto avec plus de précision que moi, j'ai aimé le passage en 4-4-2. On a inévitablement retrouvé un petit peu plus de liant dans les phases offensives, même si, comme le disait aussi Basto, ça a amené un petit peu de bordel sur le terrain. Après, par contre, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que d'être passé dans un milieu à losange nous a apporté plus de fiabilité derrière, au milieu et derrière. C'est juste que Rennes était en train de baisser le pied parce qu'ils avaient une énorme débauche d'énergie jusqu'à la 70e et qu'ils avaient plus le jus pour y aller, et c'est absolument pas dû à cette réorganisation tactique à mes yeux. Enfin, j'ai envie de dire que Tuchel avait demandé à ses joueurs d'essayer et de se battre. C'était vraiment le sens de sa dernière déclaration juste avant Rennes, où il favorisait en fait les progrès dans le jeu, les progrès dans les intentions. Et il a été entendu au moins pendant ces 30 premières minutes. À mes yeux, on a enfin une base sur laquelle progresser. Pour moi, on sort d'un long néant pour enfin pouvoir se dire « Ok, là, enfin, on a une marge de progression. » Et bordel, ça fait du bien. Eh ben Andreas, quelle lecture pleine d'optimisme. C'est beau, ça me fait plaisir. Olivier, est-ce que tu es aussi optimiste que ton compagnon? Oui, moi je suis optimiste, peut-être pas de la façon délirante de Drayas, mais ça fait plaisir d'entendre, parce qu'effectivement, on a un peu une sinistrose, à mon avis, non justifiée qui entoure le début de saison de notre club. Alors moi je vais être un peu plus factuel, parce que ce que j'ai aimé, c'est la victoire. Surtout après la grosse désillusion de Liverpool. Il fallait absolument reprendre le fil de la saison. C'est une victoire à l'extérieur, face à une équipe qu'on peut considérer comme une bonne équipe du championnat, qui avait d'ailleurs remporté son premier match d'Europa League. Et puis quand on regarde le bilan du PSG sur ce début de championnat, on est à la 6e journée, il y a 6 victoires, il y a 20 buts pour, 5 buts contre, le deuxième il est à 5 points. Les soi-disant concurrents, les deux Olympiques sont à 8 points, Monaco à 12 points. Donc c'est un début qui est sans faute sur le plan des résultats, et c'est le meilleur début sous QSI d'un entraîneur pour sa première saison. Donc c'est quand même, en dehors du contenu, c'est quand même quelque chose qui est à considérer. Puis moi où je suis vraiment épaté, c'est sur le travail de recherche de solutions inlassable de Tourelle. On a été habitué avec quelque chose de très monolithique avec Blanc, qui avait trouvé assez vite le système qui lui plaisait, qui n'en a jamais changé. Et puis ensuite, pas beaucoup non plus d'évolution tactique avec Emery, dont on se plaignait notamment du coaching et des changements. Là, c'est un entraîneur, il propose à chaque fois quelque chose de différent. Alors, il y a sa nature qui joue là-dedans, mais il y a aussi le contexte dans lequel il évolue. Rappelons que c'est sa première saison dans un grand club. C'est sûrement pas facile de trouver ses marques. Rappelons que c'est les difficultés d'une année de post-compétition internationale. On sait que le démarrage est souvent difficile. Et puis, il subit un mercato épouvantable qui ne lui a pas donné les joueurs qu'il réclamait, c'est-à-dire, pour reprendre un terme bastien, le défenseur central proactif. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je le reprends, je le souligne. Et puis le deuxième, c'est le numéro 6. On n'a pas de numéro 6, on n'en a plus, et on ne lui a pas donné ce joueur-là. Donc pour lui, c'est quand même un challenge très difficile, auquel il faut ajouter Verratti, qui a été hors circuit depuis le trophée du champion. Donc c'est un entraîneur qui en permanence est obligé de bricoler, mais lui, il prend ça à bras-le-corps et il cherche des solutions. Là, avec le retour de Verratti, on retrouvait une équipe quasi-type où seul Marquinhos jouait à la place de Thiago Silva mis au repos et où Draxler remplaçait Mbappé suspendu. Et bien avec cette équipe presque type, on commence à entrevoir les options préférentielles de Tourelle. Il a pour le moment renoncé à la défense à 3, à mon grand regret, car je continue à penser qu'elle est celle qui est le mieux adaptée aux forces et faiblesses du groupe. Et donc avec le système de défense à 4, il travaille deux solutions depuis le début de saison. Le 4-3-3 qu'on a vu en première mi-temps, avec Di Maria en relayeur gauche. Mais on sait bien que ce 4-3-3 est très difficile à faire fonctionner en l'absence d'une sentinelle. Alors après l'échec de la solution Marquinhos, il a essayé cette fois Rabiot. On sait ce que c'est Rabiot en sentinelle, et donc il n'y a pas eu beaucoup plus de succès. Et ensuite, il est passé en 4-2-3-1 avec Neymar en numéro 10. Ça aussi, c'est une originalité par rapport à la saison précédente. Et Di Maria dans une position où il est plus à l'aise, c'est-à-dire plus haut à gauche. Et tout de suite, on a vu un mieux dans le jeu, à mon avis. Et enfin, à la surprise générale, il sort Verratti pour rentrer Choupo-Moting. Et il finit avec un 4-4-2 en losange pour le dernier quart d'heure.
Et Choupo-Moting, il a peut-être montré la facette de ce qui manque éternellement à Cavani, c'est-à-dire un joueur capable de servir de point d'appui quand on veut faire remonter un bloc. Et ce système à 2 attaquants est aussi un système intéressant. Donc moi j'ai aimé un peu tout ça, plus que le contenu du match qui forcément est décevant à ce stade de la saison, il est en pleine période d'expérimentation, mais sa capacité à jamais se contenter des choses, à réagir, à proposer des choses différentes, moi j'avoue que ça m'épate. Merci à toi Olivier. Drayas, tu veux rebondir ou... Vas-y. Ouais. Déjà il y a un truc que j'avais oublié et désolé Olivier de le mettre en avant, mais c'est quelque chose qui s'est noté dès le début, c'est qu'on avait un bloc en fait pendant cette première demi-heure. Alors après ça s'est complètement délité, et notamment tu parlais du 4-2-3-1 et je partage pas ton enthousiasme sur cette phase de jeu parce que c'était mieux devant, mais c'était catastrophique derrière à ce moment-là. Enfin moi j'ai vu ça comme catastrophique derrière, il y avait des trous de partout, ça fuyait dans tous les sens. Mais une chose est sûre, c'est que sur cette première demi-heure, on avait un bloc qui arrivait à se constituer, notamment parce qu'on avait 2 centraux qui n'étaient pas aussi attachés derrière. Et c'est un point qui, à mes yeux, a fait du bien, en défaveur de Silva pour le coup. C'est ma lecture. Et autre chose, tu mettais en avant Verratti, mais justement, Verratti sur ce match n'a pas été très bon. Et je reviendrai dessus derrière, mais je ne sais pas si Verratti a perdu autant de ballons sur une saison que sur le match d'hier. C'était juste hallucinant le nombre de ballons qu'il perdait, le peu de passes assurées. Il y en a eu quelques-unes de bonnes, mais on est à des années-lumière des standards Verratti-esques, si on peut dire. Et qu'en dépit de ça, on arrivait quand même à trouver certaines situations et à se sortir de certaines situations, en dépit d'un Verratti qui était vraiment pas au niveau. Je peux réagir, Jimmy ? Vas-y. C'était par rapport à ce que je disais à Andreas tout à l'heure, par rapport au fait qu'on retrouve l'équilibre en 4-4 de losange. Justement, c'est parce que les Rennais sont fatigués et d'un coup on ressent Draxler et Di Maria, donc on ramène du surplus dans l'axe face à leur pressing qui commence à être déficient puisque fatigué. Oui, je suis d'accord, mais après on peut pas expliquer, on peut pas dire qu'on était plus équilibré en 4-4 de losange qu'en 4-2-3-1, dans le sens où c'était le bordel quand on était en 4-2-3-1 et ça a commencé à arrêter le bordel parce que, permets-moi de te rappeler qu'aussi qu'on passe en 4-4 de losange après le 3e but, donc les Rennais là ils sont vraiment pris un coup sur la tronche. Non, après le second, vu que c'est Choupo qui met le 3e. Qui venait de rentrer en pointe avec Cavani à la place de Verratti. Ah oui, bon, autant pour moi. Mais les Rennais commençaient vraiment à avoir un pressing qui avait rien à voir avec celui de la première mi-temps et voir le début de la deuxième. Donc c'est... Bon. Je peux répondre aussi, Jimmy, s'il te plaît ? Allez, on termine là-dessus. Oui, dans la période 4-3-3, c'est quand même la période où on subit le plus. C'est celle où les 2 attaquants font quand même la misère sur le côté gauche à Bernat. Et on voit là... je pense une des réflexions de Tourelle sur les difficultés de Neymar à avoir un repli défensif et à soulager un petit peu son arrière-gauche, et Dieu sait si le pauvre Bernat il en a besoin, qui est mieux réglé à mon avis quand quand Neymar est en position de numéro 10 et que Di Maria, qui sait quand même faire du travail défensif, repasse sur le côté gauche. Moi je trouve que cette formule en 4-2-3-1 est plus proche des qualités des joueurs, même si paradoxalement ça n'a pas été la période où on a été très efficace dans le jeu, peut-être comme le dit Basto parce que Di Maria et Draxler étaient un peu trop excentrés, mais moi je le vois bien persister dans cette solution-là, parce que le 4-3-3 sans numéro 6, j'y crois pas du tout. Et quant à Verratti, effectivement Verratti n'a pas ni le rythme ni le physique pour être ce qu'il est habituellement, mais quand tu t'es tapé Marquinhos au milieu, Verratti ça fait quand même un petit peu de bien. Alors, je dois réagir, je suis désolé Jimmy, mais je vais réagir. Alors déjà sur la première demi-heure, oui c'est vrai qu'à l'arrivée les Rennais étaient beaucoup plus dangereux que nous, mais toi tu associes ça à Bernat, moi j'associe ça notamment à Verratti, j'associe ça à énormément de joueurs en fait qui étaient, y compris Neymar, où les passes n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire qu'on allait vite, mais il y avait un peu de précipitation, en fait pour moi c'était des ratés individuels qui nous empêchaient d'aller plus loin, mais on arrivait... En fait, pour moi, dans cette première demi-heure, on arrive très souvent à créer le premier décalage. Et c'est juste dans la suite de ce premier décalage
conchis parce que effectivement les réalisations techniques individuelles n'étaient pas bonnes. Ensuite, pour revenir sur Di Maria, tu dis qu'il aide plus Bernat quand on est en 4-2-3-1, je suis pas d'accord. Et justement, moi j'ai vu, alors il était complètement inutile dans ce rôle-là, mais j'ai vu Neymar être en soutien de Bernat dans la première partie. Je parle dans les axes défensifs qui faisait des fois le retour. J'ai jamais vu Di Maria une fois qu'il est passé en 4-2-3-1. Di Maria aidait parfois défensivement quand il était au milieu, mais une fois qu'il est passé devant, il a complètement arrêté, quoi. Il a complètement arrêté. Et ce 4-2-3-1, il offre des espaces, mais à n'en plus finir à l'adversaire au milieu. C'était la foire à l'empoignade, quoi. Les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'est hallucinant. C'est plus cohérent devant, et là-dessus c'est sûr, c'est plus cohérent devant, mais c'est plus cohérent devant, pourquoi? Parce que tout à coup tu as les offensifs qui se disent ah bah c'est bon, on est devant, on est juste là pour marquer, on arrête de faire tous les efforts défensifs, et tu as les deux milieux qui sont en PLS, quoi. Mais enfin, paradoxalement, on a quand même beaucoup plus souffert pendant la première demi-heure où Nyang et l'autre ont fait le fest-nose là sur les côtés. C'est là où on a été transpercé. Ouais, les 20 premières minutes en seconde, même si nous on est plus dangereux, on subit tout autant. Voilà. Chaque coup traînait, il y avait danger. Hein. Et prends en compte aussi, par exemple, l'impact d'un Kim. Qu'est-ce qu'est en train de faire Kim? Est-ce que tu as déjà vu Kim être en difficulté face à un attaquant physique comme ça auparavant? Juste pour moi, c'est là où Kim brillait. Il avait même le défaut, si tu veux, d'à chaque fois vouloir en rajouter et de se retrouver dans des situations où il pouvait se prendre des jaunes. Et mais là, c'est juste que tu t'es retrouvé tout à coup face à un autre Kim qui essaye de prendre l'espace, qui se retrouve des fois au milieu du terrain, voire même plus loin que ses milieux. Tu te retrouves... Tout à coup, tu as un défenseur qui essaye de prendre en compte les consignes du coach. Alors oui, ça crée des déséquilibres de partout. Et c'est ce que je voulais dire, en fait, si tu veux, c'est que pour moi, là, on a une marge de progression. C'est-à-dire que Kim, là, il est en train de changer de jeu, il peut progresser vers quelque chose. Les joueurs peuvent affiner leur passe, les joueurs peuvent apprendre à jouer plus rapidement. Mais on peut construire un collectif. Alors que si on reste justement sur cette espèce de conviction qu'on a, où tout à coup, c'est des individualités qui vont apporter la réponse, eh ben, c'est quelque chose qu'on a goûté, regoûté, et qui, pour moi, apporte pas satisfaction depuis très très longtemps. Kim, il a quand même des difficultés contre des balaises. Moi, je l'ai vu se faire bouffer par Balotelli l'année dernière, un peu de la même façon. Donc ça, c'est encore quelque chose où il doit progresser. Et puis, je ne crois pas du tout que le 4-3-3 fasse plus appel à un jeu d'individualité que le 4-2-3-1. Moi, j'ai préféré nettement le Neymar en position de numéro 10. Et d'ailleurs, c'est là où il offre la balle de but à Cavani qui la met sur le poteau. Et ensuite, il offre la balle du deuxième but à Meunier. Moi, j'ai vu d'un seul coup une animation qui était beaucoup plus cohérente. Alors, c'est sûr qu'il y a une recherche d'animation défensive qui, pour le moment, est encore très approximative. Mais ça me semblait plus cohérent que le 4-3-3, on a été bouffé dans les espaces pendant les 30 premières minutes. Le 4-2-3-1, c'est la structure la plus complexe pour une équipe qui a la possession pour bien défendre. C'est pas parce qu'elle est complexe qu'il faut y renoncer. Il y en a qui arrivent à fonctionner avec des 4-2-3-1. Hein. Messieurs, de moins en moins dans le foot moderne. On va avancer, messieurs. Drayas, on va parler de ce que vous n'avez pas aimé dans ce match. Je pense que vous aurez des trucs à dire là-dessus. Drayas, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié dans ce match Rennes-PSG? Je vais redire ce que je dis. Je suis obligé de nuancer mon appréciation de la première demi-heure. J'ai été enthousiasmé par le fait qu'on sache enfin se remettre en cause. Mais dans les réalisations, il y a vraiment eu des problèmes. Je mettais en avant le fait que Kim sachait se remettre en cause par rapport au domaine des entraîneurs. Ça nous a amené une faiblesse défensive qui a été hallucinante, et on a eu un axe gauche qui était complètement fragilisé. Mais par contre, je vais pas aller plus loin parce que je garde ce plaisir que j'ai eu, où tout à coup je me suis remis à vibrer, à avoir peur, à m'enthousiasmer, et j'espère que ça va aller dans ce sens-là, qu'on va encore gagner en vitesse, que les joueurs vont encore plus savoir se remettre en cause, savoir sortir de leurs fonctions, et pour moi on a entamé une route qui est très bonne, et j'espère qu'on va la poursuivre. Après, il y a la question, pourquoi est-ce que ça dure que 30 minutes? Alors bon, les joueurs sont peut-être sur des acquis, mais il y a quelque chose d'assez récurrent, et d'ailleurs qui s'est confirmé après le deuxième but. Il y a toujours une tentation au laisser-aller. C'était un petit peu gommé avec le prédécesseur, mais il y a toujours eu à Paris une espèce de tentation à se laisser aller qui est un petit peu agaçante, et il serait temps de trouver des réponses par rapport à ça, de savoir vraiment attaquer 90 minutes, et pas juste certains matchs, tous les matchs. Enfin, on est passé donc à la mi-temps en 4-4-2. Et alors, excusez-moi, je me relis.
Alors il y a une chose que je regrette par rapport au passage en 4-4-2, je crois que c'est vers la 35-40e, c'est Di Maria qui va parler avec Tuchel. Alors on peut passer d'une constatation à une conclusion, et peut-être c'est un peu rapide, mais il semblait râler sur son positionnement. Et ça m'ennuie qu'on passe en 4-4-2 parce qu'un joueur se sent pas tout à fait à l'aise. J'aimerais que ce soit autre chose que le fait qu'un joueur chouine. Et ensuite, le 4-4-2 en lui-même, c'est ce que Basto disait tout à l'heure. Le côté positif, c'est effectivement les joueurs de devant qui peuvent plus combiner, il y a plus de présence devant. Mais tout à coup, on avait un Kimpembe qui se retrouvait dans des situations, des fois avec la balle, alors qu'au début du match, il arrivait à trouver des solutions, des espaces, rentrer, etc. Là, il se retrouvait tout à coup, il avait la balle, il se retrouvait à lever les bras, parce qu'il n'y avait plus aucune solution de passe. Les 4 de derrière étaient vraiment dépourvus de solution. Les 2 du milieu avaient un peu plus du mal. Enfin, Verratti apportait cette transition, mais il y avait d'énormes problèmes à la perte de balle, et on n'a pas payé le prix fort parce que Rennes était un peu émoussé, et d'une manière générale, Rennes n'a pas forcément les talents pour pouvoir punir chaque erreur d'un but. Enfin, j'aimerais parler de Cavani en tant qu'individualité, pas dans le sens top-flop, mais dans le sens est-ce que Cavani est Tuchel compatible. C'est tout bête, mais j'ai vraiment l'impression, au fur et à mesure de voir les matchs, que Thomas Tuchel demande à ses avant-centres de rester devant. On connaît tous Cavani, on l'a tous connu pour je sais plus c'était quel match où tout à coup il fait une action défensive, il refait 90 mètres, il plante un but. C'était hallucinant, mais on sait que Cavani est un mec qui aime les espaces, qui aime courir, et j'ai l'impression que ce que Tuchel demande à un attaquant est pas forcément compatible avec les qualités de Cavani. Peut-être que je me trompe, Cavani a déjà connu des périodes de disette, mais c'est un petit souci, c'est un petit sujet d'inquiétude pour moi à l'heure actuelle. Est-ce que ces deux-là peuvent fonctionner ensemble? J'en suis vraiment pas sûr en fait. Merci à toi, Drayas. Olivier, qu'est-ce que toi tu n'as pas apprécié du match? Ce que j'ai pas aimé, c'est un petit peu le revers de la médaille de ce que j'ai aimé. Le chantier de reconstruction de cet effectif qui a été un peu massacré au mercato est énorme. On est manifestement dans une période de rodage, d'essai, où l'entraîneur doit tout faire. Il doit apprendre à connaître le club, il doit apprendre à gérer des grands joueurs qu'il a eu moins dans ses autres expériences d'entraîneur. Il doit introduire, réintroduire Verratti. Enfin bon, il y a plein d'items là-dedans qui se télescopent, et il y a donc pour moi inévitablement des imperfections, des déséquilibres. On les voit depuis le début de la saison, où globalement on peut dire que le Paris Saint-Germain joue bien une mi-temps sur deux. Il y a une mi-temps sur deux où on est satisfait. Jusque-là, c'était surtout la seconde. Et puis voilà, on sent qu'il met en place quelque chose, que ça marche pas comme il veut. Il change très vite, et à la fois ce changement et aussi un peu la lassitude de l'équipe adverse qui s'est beaucoup dépensé en première mi-temps et qui souvent n'a pas trouvé la solution, apporte les choses. Là, il manquait aussi 2 éléments majeurs dans le système, que sont Silva. Marquinhos n'a pas la qualité de Silva. Et puis Mbappé, quand tu as Mbappé et que tu le remplaces par Draxler, ça ne peut pas être la même chose. Alors c'est pas simplement la faute de Draxler, mais on sait bien, on l'a déjà vu, Draxler, ailier droit, c'est quand même pas son meilleur poste. Alors, il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu, mais il a quand même beaucoup souffert, notamment au tout début de première mi-temps, pour se situer. C'est pas un cadeau de le mettre dans cette position-là. Et puis Verratti, on sait que c'est l'élément clé des transitions. Il est de retour, on est ravis, mais il est pas encore prêt à assumer le rythme de ce match-là. Et donc il reste encore beaucoup de travail à faire, travail offensif, et je rejoindrai la réflexion de Drayas. Il y a déjà un travail offensif global pour que la MCN arrive à jouer ensemble. C'est un chantier qui est ouvert depuis 1 an et qui n'a pas toujours trouvé de conclusion. Et puis la définition du rôle de Cavani. Cavani, c'est un joueur qu'on adore tous parce que c'est la générosité, c'est l'amour du foot, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est un joueur qui n'est pas un avant-centre qui permet à l'équipe de trouver un point d'appui, qui peut remiser, qui peut combiner. Cavani, c'est un joueur de rupture, exclusivement un joueur de rupture, et donc c'est quelque chose qui est problématique. On a vu à Liverpool la petite entrée de Choupo-Moting, et puis là le petit quart d'heure qu'il a fait, tout de suite il y a d'autres possibilités pour que l'équipe puisse se réorganiser, puisse se faire monter son bloc facilement. Est-ce que Cavani est capable d'avoir ce rôle-là? Je crois qu'on peut en douter à son âge, mais ça va être un des gros chantiers de Tourelle qui n'est pas encore fait.
Et puis il y a aussi des gros problèmes défensifs, on le voit sur les côtés. Bon là du côté de Meunier ça s'est bien passé cette fois-ci, mais du côté de Bernat, et il n'est pas seul en cause, il n'est pas bon défensivement, mais il est souvent laissé à lui-même, et avec des replis qui sont très, très insuffisants. Donc je crois que là aussi c'est un chantier qui peut expliquer que le match ne soit pas totalement satisfaisant. Et puis il y a un problème de bloc. On a besoin d'avoir un bloc compact, et on sait bien que c'est un des problèmes actuels où il y a souvent des grands espaces entre l'ensemble défense, milieu et l'attaque, avec la réapparition du 7+3, 6+4 cette année. Et donc ça aussi c'est quelque chose qu'on voit par intermittence dans le match. Mais bon, moi je trouve qu'on est plutôt sur la bonne voie, même si l'effectif reste fondamentalement déséquilibré et qu'il est dépendant de la présence obligatoire de Rabiot et Marco. Si un de ces deux-là, voire les deux, sont absents, on n'a plus de milieu de terrain, et ça va rester le talon d'Achille de Tourelle toute l'année. Merci à toi Olivier. Basto, est-ce que tu es d'accord avec tes deux compères? Oui, je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Après, moi j'ai vu les mêmes défauts, mais j'ai pas forcément la même théorie sur le pourquoi des défauts. Donc évidemment il y a eu des problèmes structurels encore et toujours. C'est bien que Tourelle réagisse, mais s'il réagit c'est aussi parce que la structure ne va pas au départ. Il va finir par falloir la trouver. Il y a des choix que j'ai pas vraiment compris. Mettre Rabiot 6 devant une équipe dont on sait qu'elle presse haut, alors qu'on connaît toutes les difficultés sous pressing adverse de Rabiot. Et ça pose aussi un problème pour Bernat, parce que Bernat c'est un latéral dont on ne pourra voir que les qualités si on lui met un milieu qui peut le relayer dans les transitions, sinon on verra que ses défauts. Donc il y a des incohérences dans le 11 proposé. Après, qu'est-ce que la proactivité Olivier, tu avais l'air de ne pas connaître vraiment la définition. Ce que j'appelle proactif, c'est la capacité de l'axe défensif, pas seulement les défenseurs centraux, mais aussi les milieux de terrain, à faire avancer la balle, tout simplement, que ce soit en se plaçant derrière la première ligne de pression adverse, que ce soit par un dribble ou des projections à la Hummels, que ce soit par une transversale à la Boateng. Et hier, il y a Kimpembe qui l'a fait. Il a essayé de le faire. Mais pour moi, ça ne doit pas être la première option. Kimpembe doit être un adjoint dans ce domaine. Et à côté de lui, il y a Rabiot qui a mis 3 tonnes à lâcher ses ballons, et on a Marquinhos qui prend de moins en moins de risques dans la relance et qui se contente de jouer latéral, et du coup la balle a du mal à avancer, et ça crée aussi le déséquilibre puisque les milieux sont obligés de reculer pour aller chercher cette balle, et donc les attaquants se retrouvent un peu coupés de tout ce bloc. Donc j'ai la sensation que Tourelle cherche beaucoup, effectivement, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'il ne cherche pas au bon endroit. Il change les structures, mais pas les circuits de jeu, notamment de derrière. Et c'est un peu ce qui m'inquiète perso. Il peut avoir du mal à changer les circuits de jeu derrière parce qu'il n'a pas eu le défenseur central qu'il souhaitait. On connaît les qualités et défauts des nôtres, c'est les mêmes depuis un certain nombre d'années. Tu vas pas les faire changer à l'âge qu'ils ont. Donc je crois que c'est il fallait ce joueur, on était tous d'accord, c'est un constat qu'on fait. Bon malheureusement, et ça c'est pas la faute de Tourelle, ça fonctionnera pas. En ce qui concerne la mise en place de Rabiot en numéro 6, je crois que Tourelle, il est un peu comme tous les entraîneurs du PSG depuis Blanc. Il y a cette culture du 4-3-3 qui est fortement ancrée dans l'équipe. On sait qu'Emery a été obligé d'y revenir. Lui-même a sûrement discuté avec ses joueurs, et un grand nombre d'entre eux se sent à l'aise. Il essaye de trouver une solution sans numéro 6, et à mon avis la solution n'existe pas. Il y a peut-être aussi dans sa tête l'idée de dire je vais leur montrer que nous n'avons pas en magasin les joueurs qui vont nous permettre de jouer dans ce système. Donc on démarre comme ça, regardez, ça ne marche pas, on va faire autre chose, et cette autre chose, il le propose en deuxième mi-temps. Parfois il faut des méthodes un peu de ce sens-là pour pouvoir déclencher une réflexion par rapport aux joueurs. Alors, je vais vouloir réagir aussi, mais alors déjà, un truc qui était clair pour moi contre Rennes, c'est qu'effectivement le 6+4 il est apparu, le 6+4 auquel tu faisais référence, mais on l'a vu à partir du moment où on était en 4-4-2. Il y a plein de choses à redire, et encore une fois vous avez raison dans tout ce que vous reprochez au bloc des 30 premières minutes, mais s'il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'à ce moment-là on jouait en bloc. Et tu sembles imputer ça au 4-3-3, mais d'une manière générale, quand tu joues à 4... à 4 derrière avec un ou deux 6, tu te retrouves surtout avec des systèmes de contre-attaque
Quand on regarde quelles sont les équipes qui ont joué en 4-4-2, on peut parler de l'Atlético de Simeone à certaines saisons, on peut parler de Carlo. C'est des équipes qui s'appuient surtout sur un jeu de contre et le 4-4-2 ou le 4-2-3-1 n'est pas forcément, j'ai l'impression, adapté au jeu de possession. Alors après, tu soulèves le fait de jouer à 3 derrière, et là-dessus, je dois m'inscrire en faux par rapport à ce que disait Basto. Oui, on n'a pas Boateng, mais il y a un moment, il va falloir se remettre de ça. Et on a un Kim, en l'occurrence, il débute, laissez-lui le temps. Ouais, bah il va lui tirer à côté pour voir tester autre chose. Mais voilà, mais on a un Kim, en tout cas, qui essaye de prendre en compte ce que le coach demande. Pour l'instant, ça inclut tout un tas de dérèglements. Et on va peut-être avoir un Kim qui sera capable de faire ça. Il aura jamais, et puis en plus, il aura jamais l'agilité de Boateng ou même des grands joueurs, des Chiellini, de consorts, enfin pas Chiellini, pardon, Bonucci, voilà. Des grands joueurs qui savent faire ça. Il a pas cette aisance technique-là, mais il est en train de développer et d'étoffer son jeu dans ce sens-là. C'est pareil pour Marquis, enfin, tous les commentaires dans la presse ont été terribles sur lui, et il y a cette scène où il revient un peu en catastrophe et il sauve son but. Mais effectivement, c'est vrai que quand il sauve comme ça sur la ligne, il était un peu à la perte de balle. Enfin, il était littéralement à la perte de balle au moment. Enfin, c'est une perte de balle de sa part qui amène ça. Mais indépendamment de ça, on a vu presque un embryon de. Moi, j'ai revu un Kim qui retrouvait l'enthousiasme hier, quoi. Et moi, ça m'a fait plaisir. Et enfin bon, je vais recommencer à dire la même chose. Mais c'est juste que, pour moi, là-dessus, je suis obligé de rejoindre Basso. C'est passer dans une défense à 3 à l'heure actuelle, c'est suicidaire. Je vais revenir, mais on va revenir dessus. Ouais, voilà, sur l'absence de Silva, et tout à coup, on a un bloc qui est plus libre et qui est plus haut. Tu peux pas jouer avec une défense à 3 si tu as un bloc bas. Si jamais tu joues avec une défense à 3 et que tu as un bloc bas, là, tu vas pas te retrouver dans un 6+4, tu vas te retrouver dans un 2+8. Enfin, je sais pas, ça va créer des déséquilibres qui sont encore plus grands. Tu es obligé d'avoir la défense qui va suivre un minimum. Et donc, pour moi, en l'état, on ne peut pas passer dans une défense à 3. À partir du moment où on ne peut pas passer dans une défense à 3, on est dans une défense à 4. Et si jamais, on parlait de Bernat... Tu débordes. Okay. Mais on peut pas forcément passer... 4-2, pour moi, c'est pas forcément une solution. La Juventus joue bloc bas, défense à 3 depuis des siècles. Hein. Ils sont en 4-2-3-1 maintenant. Mais oui, mais enfin bon, Basto, leur culture, tu sais bien que c'est quand même... Ouais, voilà. Sauf qu'ils jouent bloc bas, mais c'était avec un Pirlo en 6, c'était avec un Bonucci, maintenant c'est avec un Pjanic, donc c'est vraiment avec... C'est ça les joueurs proactifs. Jouer en 3-4-3 avec seulement Kimpembe et Verratti en proactif, et derrière Marquinhos, Silva et Rabiot qui eux ne seront pas des joueurs proactifs, c'est-à-dire que tu te retrouves en infériorité de joueurs proactifs, et il est là le problème. T'aurais Boateng et Pjanic, bien sûr, jouent en 3-4-3, mais pas avec les joueurs actuels, j'y crois vraiment pas. Il a raison. Après, je le développerai tout à l'heure. On met l'accent. D'un côté, tu parles uniquement du problème de la défense centrale, et de l'autre, tu admets qu'il y a quand même un axe défensif. Cet axe défensif ne se limite pas aux défenseurs centraux, c'est tout un système. C'est tout un système qu'il faut mettre en place entre les 3 défenseurs centraux, les milieux de terrain. Bon, Tourelle arrive avec cette idée-là, dans un groupe qui n'a jamais joué comme ça. Il a essayé de le faire, il s'est vite rendu compte que c'était difficile. Maintenant qu'il va avoir tout le monde sous la main, je pense qu'il va travailler le système d'entraînement et qu'on va voir si c'est possible. La grosse question que je me pose, et ça c'est aussi celle du mercato, pourquoi on a pris Kerrer ? À quoi sert ce joueur s'il ne nous permet pas d'apporter ce plus en défense à 3 ? C'était comme ça qu'il était présenté. Parce que Kerrer c'est un joueur qui dribble beaucoup, qui prend beaucoup de risques. On va peut-être attendre de le voir un peu, mais là on est en train de complètement déborder sur le gros plan, donc on va peut-être passer au top. C'est vrai, on va passer au top et au flop. Merci Basto, je t'aime. De rien. Du coup, on passe aux 3 tops de ce match Rennes-PSG. Olivier, tes 3 tops du match. Meunier, je crois que tout le monde est unanime, ça a été l'homme du match. Il avait souffert défensivement, surtout face à Liverpool. Là, dans ce compartiment du jeu, il a très bien contrôlé son côté, il a pratiquement jamais été pris en défaut. Et puis on l'a vu dans un secteur où il n'est pas souvent très bon, c'est-à-dire il a bien su lire le jeu offensif adverse, et je l'ai vu intervenir 2-3 fois en couverture, ce qui fait pas toujours très bien.
Offensivement, par contre, ça c'est comme d'habitude, il a exprimé toutes les qualités qu'on lui connaît et il est impliqué dans les 3 buts du Paris Saint-Germain. Avant-dernier passeur sur l'égalisation de Di Maria, il marque le 2e but d'une frappe à la Meunier qui était encore superbe, et enfin il est le passeur décisif par son centre pour le 3e but de Choupo-Moting. Donc c'est vraiment un match plein, il a été à l'aise quel que soit le système de jeu proposé au cours de la partie, c'est vraiment un très bon match pour Meunier. Di Maria, parce que Di Maria, c'est quand même, dans le secteur offensif, l'homme de l'année. C'est le grand changement offensif de Tourelle. Cette année, le PSG joue à 4 offensifs, ce qu'il n'a jamais fait les années précédentes, puisqu'on ajoute Di Maria à la MCN. Alors habituellement, son apport est surtout positif lorsqu'il se situe haut dans le couloir gauche et il est moins à l'aise en relayeur. Curieusement, ça n'a pas été le cas cette fois, où il a plus pesé sur le jeu en première mi-temps, où il s'est partagé l'animation avec Neymar. Je trouve qu'ils ont très souvent combiné tous les deux et de façon efficace, alors qu'il est moins influent en deuxième période, peut-être parce qu'il était un peu plus excentré et il avait moins de champ pour pouvoir s'exprimer. En tout cas, il reste d'une efficacité... Il a demandé, hein. J'ai pas vu cette scène, donc que je laisse à ton interprétation. En tout cas, il reste d'une efficacité redoutable, avec encore un but à son actif, et depuis le début de la saison, c'est le meilleur buteur du club avec Mbappé, avec 5 buts et 3 passes décisives. Bon, on ne peut pas passer sous silence son déchet, important comme d'habitude, mais je crois qu'il faut l'accepter, c'est le revers de la médaille de son hyperactivité. Et puis j'ai mis comme 3e top Neymar, parce qu'il avait été tragique à Anfield, et là il a été nettement mieux, certes encore un peu irrégulier avec des mauvais choix, des balles perdues, mais il montre qu'il est indispensable parce qu'il reste très influent au total. Autant en première mi-temps il a bien animé dans sa position à gauche avec Di Maria. En deuxième, moi je trouve cette option très intéressante. Il est en 10 face au jeu et là il fait admirer toutes ses qualités à la fois d'orientation du jeu, de pénétration, des 2 très belles passes pour le tir sur le poteau de Cavani et surtout pour le but de Meunier. Son problème reste un problème défensif et ça fait partie des réglages que doit arriver à faire Tourelle. Merci à toi Olivier. Basto, tes 3 tops s'il te plaît monsieur. J'avais mis Meunier incontestablement en homme du match, mais j'ai rien à redire par rapport à tout ce qu'a dit Olivier, du coup je vais en citer 3 autres. J'ai aussi mis Di Maria. C'est pas une habitude pour moi, mais contrairement à Olivier, je le préfère vraiment dans cette position de relayeur, puisque je trouve qu'il joue plus vite, qu'il cherche plus à combiner dans cette position où il a le jeu face à lui. Il a moins ce côté énervant, je me débarrasse de la balle en centrant un peu au pif ou en frappant n'importe comment. Et il a cette capacité à dire moi je m'en fous, si la balle n'arrive pas, je vais aller la chercher, je vais la remonter tout seul. Et ça permet des fois de faire remonter le bloc avec juste lui comme seul homme pour le faire. Et c'est important quand il y a un problème tactique. Donc moi j'ai vraiment apprécié sa première mi-temps et je l'en félicite pour ça. Après en seconde il a un peu disparu quand il est repassé ailier. J'ai aussi mis Neymar. Même en première mi-temps c'est l'homme qui crée le plus de décalage et qui est le plus dangereux. Et puis en seconde évidemment quand il se recentre il commence par une ouverture géniale devant Cavani même s'il y a poteau. Il est dans toutes les actions, il aurait pu obtenir un penalty. Il y a cette action où il voit sa frappe contrée par la ligne et puis il y a cette passe décisive géniale. Non, c'est pas une passe décisive, je crois, pour Meunier. Si, c'est Neymar. C'est Neymar pour Meunier. C'est encore lui qui ouvre pour Meunier sur le 3e but avant que Meunier la donne à Choupo-Moting. Donc, oui, Neymar mérite amplement d'être là. En 3e top, j'ai mis Buffon. Buffon qui rassure vraiment sa défense avec une lecture du jeu qui est toujours là. Hein. Il a fait des arrêts qui n'étaient pas forcément très compliqués, mais il fallait quand même aller les chercher. Mais je l'ai surtout aimé dans ses sorties, notamment une dans les pieds de Sarr au milieu de seconde mi-temps, alors qu'il y a un partout où il va bien anticiper, alors que son bloc est haut, donc il suit ce bloc-là. Et il n'a pas un bon jeu au pied, donc il relance à la main, mais il relance toujours sur le bon joueur libre, et ça permet d'accélérer le jeu, puisqu'il cherche à relancer très vite à la main, et ça permet de pouvoir reconstruire les actions quand les Rennais sont pas forcément replacés. Faudra voir sur les prochains matchs, mais j'ai toujours ma théorie du Buffon bloc haut. J'ai l'impression que quand Buffon joue, c'est Buffon qui commande le placement de sa ligne de défense, alors que quand c'est Arola, c'est Silva qui le commande. Merci à toi Basto. Ouais. Rayas, à toi de jouer.
Bah déjà, je note que Basto, parce que c'est Private Joe qui en a fait 4, mais bon, ça c'est pour le plaisir. Je n'ai pas fait si, tu l'as fait. Bah, Meunier, Neymar, voilà, tout a été dit. Il y a juste un truc à redire sur Meunier, c'est contrairement à la... Enfin, il y a des fois où il a des ratés défensifs, mais dans l'ensemble, il est loin d'être si mauvais que ça défensivement. C'était pas extraordinaire de le voir capable de tenir son couloir, à mes yeux en tout cas. Et sur Neymar, que dire si ce n'est qu'en deuxième mi-temps, c'était la régalade et c'était des passes lumineuses sur passes lumineuses. Enfin, j'ai un deuxième double top, parce qu'il se complète, c'est Tourelle et Kim. Un, parce qu'il demande à ses joueurs de dépasser les fonctions, et l'autre, parce qu'il s'y essaye. Et moi j'aime ça, j'ai envie de voir plus, ça me donne envie, j'ai envie qu'on ait un jeu plus rapide avec des joueurs qui sont pas seulement cantonnés à un rôle, ou si qui sont dans un rôle, mais qui savent étendre ce rôle et qui savent à chaque fois plus participer, plus être proactifs. Parce que tout à l'heure on parlait de la proactivité, mais pour moi la proactivité, c'est un non-sens de parler de proactivité défensive, dans le sens où tous les joueurs devraient être proactifs, le seul qui ne devrait pas être proactif c'est le gardien, et encore quand on voit Manuel Neuer, on peut se demander si c'est vraiment applicable aussi au gardien. Et enfin, je vais nommer Drax, entre autres en réaction. Pour la baston. Il a été si souvent critiqué. Draxler, déjà, moi, ce que j'ai apprécié, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sa réaction sur la 16e minute. Alors en soi, c'est plutôt une connerie ce qu'il fait, mais ça tranche avec cette image de trop gentil. Et il y a aussi, je vais mettre dans ce sens-là aussi, toutes les fois où on le voit sur le banc, où il est complètement hallucinant depuis le début de la saison, il est en train d'invectiver ses coéquipiers pour qu'ils se bougent plus. Enfin, on a un Drax qu'on ne reconnaît pas au niveau de l'attitude. Et après, dans la réalisation, oui, en première mi-temps, il est relativement discret en étant relayeur. Il peut toucher assez peu de ballons, mais à chaque fois qu'il touche un ballon, qu'est-ce qui fait du bien? À chaque fois, il propose et tout à coup, le ballon passe par lui. On se retrouve avec un petit surnombre quelque part. Enfin, moi, c'est un joueur que j'apprécie, que j'aimerais voir plus utilisé. Même si, comme tous mes camarades, je le trouve encore plus formidable quand il est au milieu. Merci à toi, Drayas, et merci à vous. On va passer au flop du match, les joueurs qui sont passés à côté. Basto, donne-moi tes 3 flops, s'il te plaît. En un, Rabiot, que j'ai trouvé nul à chier. Oui, on peut le dire, nul à chier. Oui, si tu veux, c'est une bonne définition. Avec une infinie lenteur à se débarrasser du ballon. Avec des passes souvent mal assurées, même s'il a fait quelques belles ouvertures, mais c'est très insuffisant pour un joueur qui est 6 au Paris Saint-Germain. Et que dire de sa prestation après, surtout en seconde mi-temps, ou même à la fin de la première mi-temps, où là il a encore plus disparu, et ses ouvertures il a arrêté de les faire, on a eu que du déchet. En deuxième flop, je mets son compère du milieu, Verratti, pour son nombre incalculable de duels perdus, de passes mal transmises. Non. Si, tu le sais bien, mon petit Jimmy. Non, Verratti a connu une première mi-temps très très médiocre, où même si c'était un des rares à jouer vers l'avant, toujours, c'est pour ça qu'il restera indispensable, même mauvais, mais un peu mieux en seconde quand il est recentré dans un milieu à 2, où d'un coup il va pouvoir de nouveau ressortir le ballon devant sa défense, mais malgré tout une prestation en deçà de ses standards habituels. Et en troisième flop, Cavani. Après déjà son match contre Liverpool et même son début d'année, il paraît un peu terne, il paraît un peu morose, que ce soit dans le jeu offensif, qu'on est loin du Cavani de la Coupe du Monde qui participait au jeu, ou que ce soit, et là c'est plus surprenant, dans le jeu défensif, où on le voit de moins en moins pressé et de moins en moins voir faire des retours défensifs. Donc on a vraiment un Cavani qui ressemble à un fantôme sur le terrain. Merci à toi, Basto. C'est vrai que Verratti, on l'a vu rater des passes assez faciles qu'il n'a pas l'habitude de rater. Du coup, tu ne seras pas retrouvé suicidé de 2 balles dans le dos, Basto. Je t'aurai ce flop. Drayas, à toi de jouer. Mais fais attention. Pour le coup. Et je vais pas en inventer d'autres parce que j'en ai pas d'autres. Ah si, tiens, d'ailleurs, je vais réagir à Rabiot. Autant je suis parfaitement d'accord avec Basto à passer la 30e minute. Je suis d'accord avec la dimension où garde trop le ballon, mais des passes vers l'avant, avant la 30 minutes, il en fait quelques-unes, et pas que quelques-unes, il en fait pas mal. Il a une activité impressionnante au milieu du terrain, il va gratter des ballons, il va se battre pour la possession. Enfin, dans l'attitude, pour moi, il a un défaut, c'est garder trop la balle dans les pieds. Ça oui, avant la 30e, mais sinon, à mes yeux, il fait une très bonne 30 premières minutes. Après, c'est vrai qu'il s'écroule par contre. Sur Marco, mais moi je vais encore plus éviter une balle, parce que tu sais pourquoi? Parce que je l'ai appelé un flop relatif. Parce que j'ai envie de me rappeler, avant QSI, on aurait un joueur qui était capable de jouer du niveau de Marco comme il a joué à Rennes.
on aurait adoré ce joueur. Mais c'est juste que quand on connaît Marco, en termes de perte de balles, et puis pareil, un joueur qui a d'habitude 92% de passes réussies en faisant que pas que, mais en faisant beaucoup de passes vers l'avant. Hier, il doit être à 75 ou quelque chose comme ça. Il rate ses passes, et même en deuxième mi-temps, je le trouve un peu indulgent. Alors oui, il y a du mieux. J'ai remarqué qu'il était un peu meilleur quand il se rapprochait des 30 mètres adverses. Mais il y a un peu de mieux, il arrive un peu à sortir. Mais c'est pareil, que de perte de balles, que de passes mal assurées. C'était un Marco méconnaissable, hors de forme. Mais c'est un flop relatif, encore une fois, parce que même à ce niveau-là, il est meilleur que les autres. C'est long, voilà, c'est loin d'être meilleur que tous les autres, non, mais meilleur que la majorité des joueurs de Ligue 1, oui, ça c'est sûr. Ah non, que tous les autres de chez nous, je voulais dire. Non, ça je pense pas. Ah si, J'espère pas. Et ensuite, Cavani, rien à ajouter, si ce n'est que est-ce que c'est que de la faute du joueur? J'en suis pas convaincu. On aura la réponse, je pense, bientôt, si c'est une phase, parce que les fameuses phases des attaquants, ça a toujours existé et ça existera toujours. Ou est-ce que c'est une vraie incompatibilité? Mais pour moi, la piste de la vraie incompatibilité est à prendre au sérieux. J'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans dans chaque podcast. Vous aviez dit la même chose avec la venue probable de Sanchez. Pas sur l'incompatibilité avec le coach, par contre. Si, je crois, parce que je me rappelle qu'on parlait de Sanchez et vous disiez, ouais, Sanchez, c'est peut-être que Unai le veut pour remplacer Cavani parce qu'il est plus compatible. Il aime bien Cavani, Unai on le sait, c'était juste par rapport à Neymar, Mbappé. Ouais, voilà, c'était ça, on en parlait. Et au final, Cavani va planter ses 50 buts et à la fin, on dira les Honda. J'ai l'impression que c'est différent cette fois, mais bon, peut-être que je me Peut-être, on verra. Olivier, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je mettrais absolument pas Verratti dans un flop parce qu'il faut voir d'où il vient, quoi. C'est un gars qui a été Merci, monsieur. D'une pubalgie il n'y a pas si longtemps que ça, qui a eu une convalescence très longue. Manifestement, on l'a mis dans le coton. On a essayé de prendre le maximum de précautions. Et sur le terrain, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il est très précautionneux. Il va beaucoup moins au contact. Il tente beaucoup moins de choses. Il est sorti avant la fin parce qu'il était carbo. Voilà, il faut lui laisser un petit peu le temps de reprendre du rythme. Et il sera le Verratti qu'on a envie de voir. Il est déjà meilleur que Marquinhos, qu'on a vu traîner comme une âme en peine au milieu. Bon, Rabiot, parce que Rabiot en 6, faut arrêter, quoi. Il veut pas y jouer et il peut pas y jouer. Comparez simplement, mettez-vous dans l'œil Mota et Rabiot et vous verrez qu'il a aucune des qualités pour être la grande sentinelle d'un grand club. C'est un poste qui est un poste énorme dans lequel il faut avoir un sens de la couverture absolument inné, de l'anticipation, une qualité de passe longue et de trucs. Rabiot, c'est un joueur c'est un bon joueur, c'est un joueur qui est capable de jouer en relayeur. Il s'est laissé pousser les cheveux pour faire des grandes chevauchées, cheveux au vent, comme ces modèles anglais. Et voilà, point barre, faut pas lui demander plus que ça. Et là, il a été mauvais du début jusqu'à la fin, donc pour moi, c'est une grande déception, même si j'attends pas grand-chose de lui. Et puis Bernat, moi je suis surpris que vous ayez pas cité Bernat. On a vu des défenseurs au PSG, mais des défenseurs aussi nuls défensivement que lui, moi j'en ai jamais vu. On comprend que ce gars a passé son temps au Bayern, en dehors de l'épisode Guardiola, sur le banc, quoi. Alors, effectivement, il n'est pas aidé, il y a un problème d'organisation, mais à chaque fois qu'il est en 1 contre 1, c'est la panique générale. Il s'est fait bouffer par les joueurs de côté de Rennes. Il défend n'importe comment, il fait des fautes. Il a pris un carton jaune absolument ridicule. Ce type est hyper inquiétant sur le plan défensif. Tu es obligé de lui mettre un babysitter devant et un babysitter sur le côté, sinon il te fragilise toute la défense. Alors c'est un joli footballeur, il est très bon offensivement et on le verra de mieux en mieux quand il trouvera ses marques avec les joueurs de côté, mais il va plomber, l'équipe va jouer avec le frein à main à cause de lui sur le plan défensif. Merci. Je vais réagir sur Bernat. J'aurais pu le citer, je vais pas le citer parce que moi j'apprécie ses progrès. Le premier match c'était plein offensivement, parce que défensivement je partage complètement l'avis d'Olivier. Basto essaie de nous vendre le fait qu'il ait gagné un 1v1, mais j'étais 63e minute. Sans doute en train de regarder ailleurs. Pour moi, il la met en corner. Pour moi, il en est encore au point de ne jamais avoir gagné un duel sur son aile. Enfin, il est incapable. En fait, et c'est paradoxal parce que quand on le voit au milieu. Les quelques fois où on l'a vu au milieu, c'était contre Liverpool, il me semble, où tout à coup il passe un peu plus au milieu, et là il sait défendre. Il sait défendre quand il est face au jeu, mais quand il est de côté comme ça, le mec il est juste incapable de défendre, et il est fait pour perdre chaque duel. C'est un mec qui est en train de nous démontrer que Kurzawa était très bon défensivement, alors que Kurzawa était catastrophique défensivement. Enfin bon, mais j'ai pas envie de le mettre, parce que de match en match, il y a des progrès
assez impressionnant dans le chapitre offensif. Et il est de mieux en mieux, il trouve de mieux en mieux les angles de passe, et il est de plus en plus précieux. Et j'ai l'impression que... Enfin, il y avait vraiment un sujet, et c'est la conséquence du match contre Saint-Etienne, je pense. Il y avait vraiment un sujet de quelque chose qui avait été mis en place par Tourelle, où on a vu donc Neymar, on a vu un nombre incalculable de joueurs venir l'aider sur son poste. Il y a même un moment où on voit Bernat en train de demander à un joueur « Viens m'aider, je vais me retrouver dans une situation de 1v1 ». Malheureusement, ça ne nous est pas gagné les duels sur ce côté, mais il y en a quand même eu moins à gérer que face à Saint-Etienne, où là, c'était la foire à l'empoignade. Mais offensivement, que de progrès, et il commence à vraiment être bien offensivement. Après, je suis d'accord avec toi, défensivement, il y a un vrai problème. Oui, moi je voudrais insister sur le problème Bernat, parce qu'il illustre une des évolutions du foot des 10-15 dernières années qui est énorme et qui change complètement l'équilibre défensif. Maxwell était peut-être le dernier exemplaire d'un joueur qui était bon défensivement et offensivement. Alors que la majorité des arrières latéraux que l'on voit maintenant sont des ailiers reconvertis, et donc ils ont une culture défensive qui est extrêmement faible. Ils se font très souvent prendre dans le dos, donc ça oblige l'équipe, et en particulier les défenseurs centraux, à être particulièrement vigilants en couverture derrière eux, parce que c'est des joueurs qui mettent en danger dans son dos l'équipe. Donc ces postes-là sont devenus de véritables attaquants supplémentaires sur le côté, mais ils ont fragilisé l'équipe défensivement et obligé les défenseurs centraux à jouer peut-être plus en couverture qu'ils ne pourraient le faire s'ils n'avaient pas ce risque-là à compenser de très nombreuses fois. Merci. Tu vas essayer de nous vendre la défense à 3 là quand même. Oui, je pense que la défense à 3 c'était non, relance pas, c'est tout à l'heure. Mais Olivier... Merci Drayas. Olivier, je t'en prie, ça a été fait avec plaisir. Olivier, tu as raison, et d'ailleurs ça marche dans l'autre sens où on a des arrières latéraux qui deviennent ailiers. On pense notamment à l'excellent Bounassar. On va passer on a fini sur le match Rennes-PSG, donc on va passer à Liverpool, mes amis. Ça vous plaît ça? Ouais. On va revenir sur ce match honteux de Ligue des Champions de la semaine dernière. Le PSG s'est incliné 3-2 à Anfield avec des buts de Sturridge qui n'avait pas joué depuis avant Jésus-Christ, Milner sur penalty, Meunier, Mbappé et Firmino d'un œil dans les arrêts de jeu. Messieurs, on va faire assez rapidement parce que je pense que c'est le gros plan qui va être intéressant. Qu'est-ce que vous avez apprécié sur ce match? Rapidement, Basto. La prestation du collectif Ultra Paris, à part de You Never Walk Alone de Liverpool, on les a quasiment pas entendus et c'est le cap qui a fait le plus de bruit. Sinon, j'ai revu le match depuis la dernière fois et j'ai regardé plusieurs détails que j'avais envie de revoir, et notamment ce qu'a dit Tourelle avant la conférence de presse contre Rennes sur l'empêchement des transitions habituelles de Liverpool, c'est-à-dire notamment Wijnaldum normalement qui trouve Salah. Et on a vu un Salah qui a été plutôt transparent, et il y a eu un choix très clair de centrer les deux latéraux pour former un espèce de double pivot axial. Donc on a eu des Meunier et des Bernat qui étaient très centrés, et ça a permis, bon après on s'est fait trouer au milieu, sur les ailes et tout ça, mais ces transitions habituelles en tout cas ont été contrecarrées, et c'est peut-être le seul bon choix tactique du match de Touraine. Merci à toi Basto. Drayas. Bah moi mais ça fait rebond, et d'ailleurs c'est bizarre que tu aies vu ça. Enfin, moi ce que j'ai apprécié sur ce match, c'était Bernat au milieu, quoi. Voilà. Merci. Et parce que Bernat, je l'avais trouvé, c'est un joueur que, pourquoi Kurzawa est blessé? Dieu sait, je veux que Kurzawa parte du PSG, mais j'aimerais tellement qu'il soit là pour qu'on puisse voir Bernat au milieu, parce que j'ai l'impression que c'est son poste en fait. Tout simplement. Peut-être le futur nous le dira. Olivier, toi, qu'est-ce que tu as apprécié à Anfield? Moi, ce que j'ai apprécié, c'est la démonstration de l'équipe que nous avons au sortir de ce mercato. Si Monsieur El Khelaifi ou Monsieur le directeur sportif ont quelques doutes, Enrique ont quelques doutes sur la qualité de leur travail cet été, là ils en ont eu la démonstration éclatante. Alors j'espère que ça va faire réfléchir un peu tout le monde. Comment pouvait-on espérer qu'une équipe qui avait des difficultés à se mettre en place en Ligue 1 pouvait avoir la moindre chance contre Liverpool? Liverpool, c'est devenu aujourd'hui une des meilleures équipes d'Europe, une équipe qui a été finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière, qui a passé 3 buts en quart de finale à Guardiola avant de le battre à Manchester. C'est une équipe qui a un jeu mais qui extrêmement rapide, extrêmement fort sur le plan du pressing. On n'avait rien de ce qu'il fallait
en ce moment, en tout cas, pour répondre à ça. Quand tu alignes un milieu comme le milieu qu'on a mis en place, c'est-à-dire Marquinhos en 6, catastrophique, Rabiot et puis Di Maria, bon, t'es obligé de prendre l'eau. Quand en plus... En fait, Olivier, ouais. Olivier, en fait, ce que tu as aimé dans le match, c'est ce que tu n'as pas aimé dans le match. Ce que j'ai aimé dans ce match, c'est la mise en évidence du point où nous en sommes. Tu as raison, le reste, ça viendra dans les flops. Mais surtout, Olivier, que Liverpool n'existait plus sur la carte européenne. Ça fait depuis 3 ans, depuis que la première année de Klopp, c'était difficile. Ils ont fait 2 très bons mercato cet été et l'année d'avant, qui les a remis sur le devant de la scène. Mais sinon, Liverpool, ils ont fait du très bon travail très récemment. Ils ont fait quand même une finale Attends, Oui, Liverpool, les premières années sont très compliquées quand ils jouent des petits clubs, genre Crystal Palace et tout, mais contre les gros, il y avait déjà des choses très cloppiennes de Dortmund, et ils s'en sortaient souvent contre les gros. C'était contre les petits qu'ils avaient un vrai problème. Ah, mais je crois qu'il finit, du coup, il joue l'Europa League, et je crois que l'année d'après, je sais pas si Oui, il joue l'Europa League, mais la plupart des points, il les perd pas contre les 5 premiers, il les perd contre les 5 derniers. Ouais, mais quand même. Mais je veux dire que c'est-à-dire qu'il mettait déjà en place son jeu de transition. Je veux dire, il y a 2 ans, c'était plus facile. Il y a 2 ans, Liverpool était absolument très loin du niveau qu'ils ont aujourd'hui. C'est oui, phénoménal. Ça, c'est sûr. On se demandait si Klopp allait pas être licencié d'ailleurs. Donc c'est sûr qu'il y a une progression continue dans cette équipe. On passe à ce qu'on n'a pas apprécié. Ouais. Les amis Drayas, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? Déjà, j'aimerais rassurer Olivier sur un point qui est très important, c'est que Antero Henrique ne doute pas, Olivier. T'inquiète pas pour lui, il a touché ses rétro-commissions, quoi. Tu vas avoir des problèmes. Adieu Drayas, bisous. On t'aura aimé. Sinon, indépendamment d'un milieu aux abonnés absents, incapable de résister au pressing inverse, de trouver ne serait-ce qu'un début de décalage, un bloc sans aucune cohérence, les choix de Tuchel. Ah tiens, ça c'est important par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure. Oui, il y a quelque chose qu'on note effectivement en Ligue 1, c'est que Thomas Tuchel trouve des solutions à la mi-temps, fait ses changements, des réajustements tactiques. À Liverpool, pour la première fois, et c'est la première fois de la saison, ces évolutions-là se sont fait attendre. J'ai pas aimé non plus le mode de hier après le match, même si la déclaration de Tourelle avant le match de Rennes a été bien plus intéressante et a rééclairé des choses, mais voir les Rabiot, je sais plus qui avait déclaré, je pense qu'on a bien joué, on n'a pas eu de chance, etc. Ça faisait mal. Et ce que j'ai pas aimé du tout, c'est le mental de l'équipe, des joueurs incapables du dépassement de fonction. Et enfin, j'ai vu un espoir de mieux avec Rennes. Des joueurs qui sont installés dans un rôle, qui cherchent pas du tout à faire autre chose. Et ça marche pas, et on essaie rien au fond. On essaie juste de faire ce qu'on sait faire. Et ah merde, ça marche pas, on n'arrive pas à trouver des cages, on n'arrive pas à trouver, bon bah tant pis, on va pas se remettre en cause. Liverpool a même pas été bon et on a perdu. Merci à toi, Drayasito. Olivier, à toi de jouer. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? J'ai pas aimé d'abord la confirmation de ce que je m'attendais à trouver mauvais lors de ce match, c'est-à-dire les trous de l'équipe. Il y a une faiblesse défensive des arrières latéraux, et tant Meunier et surtout Bernat ont été en difficulté et en retard. Bernat étant en plus coupable d'une faute de minime qui va provoquer le penalty qui quasiment tue le match. Le déséquilibre du milieu, alors là c'était constitué de briques et de broc en l'absence de Verratti et d'autres solutions. Il n'y a pas d'autres solutions que Rabiot et Marco comme vrais spécialistes du poste. Et puis alors Rabiot a été pas bon, mais alors les 2 autres qui étaient milieu improvisés, eux ils ont complètement coulé. Donc comment on pouvait espérer avec un trio comme ça, face à la qualité adverse, s'en sortir? Mais quel autre choix avait Tourelle? J'en vois pas d'autre. Et puis l'absence d'implication défensive de Neymar et Mbappé, ça c'est malheureusement quelque chose qu'on déplore depuis leur arrivée. Et ils ont abandonné totalement leurs partenaires sur leur côté respectif. Ça c'est des choses auxquelles je m'attendais. Comme je m'attendais également à devoir réapparaître le spectre du 7+3 qu'on espérait disparu. Mais là aussi l'équipe a été très longtemps coupée en 2, voire en 3. Comment tu peux jouer comme ça face à un bloc de la qualité de Liverpool? Par contre, il y avait des choses qui étaient moins prévues, que j'ai déplorées,
et notamment la faillite de la MCN, qui est censée être l'arme principale de l'équipe, à laquelle on a tout sacrifié et qui a étalé des insuffisances techniques et comportementales, mais qui est totalement inacceptable. Que d'individualisme, quel manque de complicité, combien d'erreurs techniques. Le système de jeu, qui était un système ultra restrictif, supposait qu'il bonifierait les quelques ballons de récupération, mais ils ont tout gâché. Et en plus, dans l'attitude, tu sentais un je m'en foutisme qui était particulièrement horripilant, Neymar et Mbappé en particulier. Quant au pauvre Cavani, il sert à rien dans ce genre de match, il est introuvable, introuvé, et puis il n'est pas le point d'appui, on l'a déjà dit contre Rennes, que tu aurais besoin quand tu résistes et que tu peux sortir des ballons, qu'il les garde pour que les autres remontent. Et enfin, comme Draya, j'ai été estomaqué par la communication totalement décalée de l'après-match. Aucune remise en cause, aucun regret. Comment tu peux progresser dans cette condition? Et on peut là aussi déplorer l'absence totale de la direction qui n'a aucune culture de la gagne, qui n'est capable de mettre aucune pression, avoir aucun objectif. Enfin bref, ce club, sur le plan mental, est totalement abandonné à lui-même. Merci à toi, Olivier Basto. Tu me clôt ça. Ouais, je vais le clore différemment. Moi, j'ai aussi vu la confirmation de tout ce que je n'aime pas. J'ai aussi eu la confirmation de tout ce que je n'aime pas, mais ce que je n'aime pas est différent. On parle de déficience mentale, mais la déficience mentale, c'est aussi sortir de sa zone de confort. C'est aussi savoir prendre des risques, c'est être capable de prendre l'espace, c'est être capable d'aller se placer derrière la première ligne de pression. J'ai vu des choses assez aberrantes, notamment des fois Mbappé qui est libre sur son aile droite. Il n'y a pas eu une seule transversale que ça vienne de Rabiot, Marquinhos, Silva ou Kimpembe. J'ai vu une relation Silva-Meunier où les passes n'étaient pas de Silva vers Meunier, mais de Meunier vers Silva. Pourquoi? Parce que les deux milieux défensifs que sont Rabiot et Marquis passaient derrière la première ligne de pression. Il n'était pas disponible pour que Meunier aille relayer avec, donc il était obligé de revenir en arrière. Donc comment on peut espérer avoir un bloc et faire avancer la balle quand on a 3 joueurs sur 4 de l'axe défensif qui font preuve de déficience mentale en ne prenant aucun risque? On a beaucoup critiqué le milieu, Drayas, Olivier l'ont fait, à juste titre, c'est tout à fait normal. On a beaucoup critiqué l'attaque, à juste raison aussi, mais pour moi, tout part de cet axe défensif. Kim qui essaye de prendre des risques, mais qui ne devrait être qu'une 3e option. C'est assez problématique que ce soit lui qui prenne le plus de risques. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les milieux ne voient pas arriver la balle, ils sont obligés d'aller chercher le ballon dans les pieds des défenseurs. Et puisque les milieux, déjà, ils ne peuvent pas faire leur travail de milieu puisqu'ils sont allés se reculer en défense centrale. Et en plus, eux aussi, Rabiot et Marquinhos, sont incapables de faire avancer la balle. Du coup, on se retrouve avec des attaquants qui sont ultra éloignés du bloc. Certes, il y a un énorme manque de repli, il y a un comportement assez honteux de Neymar et Mbappé. Mais le déséquilibre positionnel, il existe déjà. Même s'ils avaient fait l'effort, il aurait existé. Donc on a observé une espèce de 6 plus 1 plus 3, le 1 étant Di Maria qui était le seul à essayer de se retrouver en transition entre le bloc def et les 3 de devant. Et pour moi, tout part du manque de risque de derrière pour faire avancer le ballon. Merci à toi, Basto. Drayas, une phrase. Non, je vais en faire plusieurs. 2 alors. Non. Alors, sur la MCN qui était pas bonne, et Olivier, oui, parfaitement d'accord, et notamment sur le repli défensif. Après, sur la dimension offensive, attendre plus des offensives dans ces conditions, quand tu as... Enfin, je me souviens d'une scène de Mbappé qui a la balle, on pourrait avoir l'impression qu'il pourrait y aller, mais non, merde, il y a déjà 5 mecs de Liverpool qui sont placés, et à aucun moment, les offensifs ne sont retrouvés dans une situation où ils avaient ne serait-ce que l'embryon d'un décalage, parce qu'à aucun moment un décalage était créé avant eux sur le terrain. Et je voulais aussi réagir sur Basto, quand Basto dit que tout part de l'axe def. C'est quelque chose que je ne prenais pas complètement en compte, l'importance de l'axe def pour avoir un bon milieu, mais je dirais quand même que le milieu, c'est quand même putain d'essentiel. Mais l'axe def, c'est Marquis Rabiot, laisse-moi finir. Ça fait partie. Alors, si tu parles de l'axe def dans ces cas-là, ouais. C'est pas la charnière, c'est mon point pour l'instant. Enfin, on est peut-être obligé de jouer à 3 au milieu, parce qu'on est peut-être obligé de densifier le milieu, ou en tout cas, si on veut jouer avec un minimum de possession, on n'a que cette solution pour l'instant. Si on veut passer à un jeu de contre, mais ça n'a pas l'air d'être la philosophie de Tourelle, mais je dirais pas que tout part de l'axe def, ça part par le milieu, et effectivement les deux sont liés, mais là tu avais un milieu qui était open bar, qui était placé trop bas, ils sont obligés de revenir. Mon point de vue, c'est qu'ils sont obligés de revenir, puisqu'ils sont obligés, vu que la balle n'arrive pas à eux, ils sont obligés d'aller la chercher derrière. Oui, sauf que tu peux pas imputer ça qu'à l'axe défensif, dans le sens où si tu tenais un petit peu plus devant, peut-être que l'axe défensif aurait des possibilités de passe. Enfin, on peut découper les responsabilités dans tous les sens, et je pense que les deux sont importants, oui. mais il est essentiel de résoudre la situation. Un autre point de vue par rapport à ceux qui disent que c'est le milieu, ça peut aussi être... Voilà, peut aussi.
quand tu dis tout repose sur l'axe def, c'est là où j'ai. Moi, j'ai un j'ai peu fait plus des de mal. séquences pauses en voyant le match. Il y a des fois où t'as les mecs qui sont là, la balle n'arrive pas, ils reviennent. T'as pris le service, ils sont obligés. Faudrait qu'on revoie le match ensemble pour aller plus loin. Avec Mais plaisir. il y avait surtout Marquinhos qui manifestement panique en 6, il a aucun repère en 6, et son réflexe naturel, et c'est ce qu'il a fait une bonne partie du match, c'est jouer troisième défenseur central. Il revient Tu sais que naturellement Marquis- derrière, tu sais il a la que- tu sais trouille. que Marquis avait pas mal joué à 6 quand il était à Rome. Hein. Oui, mais c'est très vieux, ça. Pas c'est très mal, vieux, mais Dorian. il avait souvent. Bah, alors, ce qui est marrant, c'est surtout qu'à il Rome, avait souvent dépanné. Quoi. ce qui est En marrant, plus, c'est à surtout Rome, qu'à Rome, prenait il des jouait même risques. arrière droit des fois. Ce qui est surtout, c'est qu'il prenait les risques, et même quand il a joué arrière droit à Paris, il les prend, et là, depuis 2 ans, je sais pas, il Il se joue sylvanise. derrière, il revient, il joue latéral. Thiago Silva. Je sais. Il se sylvanise. Ah, j'en parlerai dans Que faut-il changer ça Eh ben mon justement, petit Jimmy. c'est ce dont on va passer. Ah, Jimmy. Eh ben Jimmy- voilà, Jimmy- quelle transition. Mais Tu c'est- vois, nous on fait les bonnes transitions, C'est- Jimmy, c'est contrairement au magnifique. Jimmy, PSG. en PLS, il arrive même plus à parler un bon français. Ouais, c'est n'importe quoi ce que que tu dis. il est... Oh putain, là c'est trop tard. Là. Non, c'est pas C'est possible. juste, il est excité Et- par cette rubrique, Il je tient sens. plus. C'est vrai. Mais c'est en moi plus, qui je me commence rends en compte, plus. mais j'arrive pas à trouver les mots en fait. Je dis la phrase, je me dis bon, vas-y, dis-la quand même comme ça, même si c'est moche, ça passe. Et du coup, mes amis, on passe à la séquence suivante. Donc, on voit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, même si les résultats sont différents, car on gagne en Ligue 1, on perd en Ligue des Champions, comme d'habitude, les matchs ont tous le point commun de laisser, depuis l'arrivée de Tourelle, un goût amer dans la bouche. Le jeu est loin d'être terrible. Il y avait Olivier d'ailleurs qui me disait avant le podcast en off que c'était presque aussi moche que ce qu'on faisait sous Laurent Blanc. Ça, c'est lamentable, Jimmy, c'est lamentable. Bonsoir, à la prochaine fois. je vous demande. Mais Du coup, tu savais à- pas que, à- Olivier, tu savais pas que Jimmy il frappait que sous la ceinture. Ah non, là, je suis désespéré, là, vraiment. Mes amis, je vous demande à vous, mes experts. Je suis sûr que Tourelle écoute ce podcast. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire pour faire progresser l'équipe de Rayas? Je suis sûr que tu as plein de conseils à donner à Tourelle. Alors, conseil, je sais pas, c'est un bien grand mot. Mais alors déjà, moi, j'ai pas un goût amer dans la bouche après le match de Rennes. Après le match de Liverpool, c'était pas un goût amer, c'était un côté défaitiste. On n'y arrivera jamais, il y aura pas de solution. Après le match de Rennes, j'ai plein d'espoir. Mais néanmoins, j'aimerais que Tourelle il passe dans le mode papa. Et j'ai l'impression, alors après, je suis pas dans le vestiaire et c'est que des suppositions, mais j'ai l'impression qu'il a fait le mode pote. Beaucoup, il y a eu cette séquence très commentée de Tourelle qui se fait asperger de champagne par ses joueurs, etc. etc. Et j'ai l'impression qu'il est dans une phase de séduction. Maintenant, j'aimerais qu'il passe dans une phase de je tape sur les doigts. Il y a une évolution, il y a une très nette évolution dans sa manière de communiquer. Pour moi, l'interview qu'il a faite, enfin pas l'interview, la conf de presse pré-Rennes qu'il a faite est à voir et à revoir et à revoir, où il dit des choses très intéressantes qui sont un peu en opposition avec ce qu'on avait vu avant, qui sont pas en opposition avec les 30 premières minutes rennaises. J'y tiens, je ne lâcherai pas le morceau là-dessus. Et il y a une évolution, et maintenant pour moi il faut aller plus loin dans cette évolution. Il faut pas que les joueurs demandent des choses, il faut que c'est un équilibre à trouver. Il a trouvé l'équilibre avec la séduction, clairement tous les joueurs sont avec lui, il a plu à tout le monde. Maintenant il faut qu'il passe à la deuxième vitesse. Ensuite, il y a clairement le chantier au milieu, il y a essayer de trouver des réponses. On peut, comme le fait Olivier, puisqu'il a raison, et il a raison, taper sur le recrutement cataclysmique de cet été. Il y a un épisode qui est remonté récemment aux oreilles de tout le monde, c'est le rapport de séduction qu'il y a eu entre ce cher Antero Henrique et Rakitic, alors que très clairement, on n'aurait pas pu se payer Rakitic. Qu'est-ce qu'on était en train de foutre là? Enfin, c'était quoi ce bordel? Mais indépendamment, c'était cet été, maintenant on est déjà en septembre, la Ligue des Champions a commencé et il faut trouver des réponses et des solutions maintenant. Draxler, pour moi, quand il est au milieu, apporte des solutions. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas plus? Qu'en est-il de Nkunku? Nkunku qui est un joueur qui est particulièrement utile en relayeur pour faire... Alors il n'est pas forcément bon défensivement, mais il est particulièrement utile pour faire ce qui nous fait extrêmement défaut, faire des transitions entre le milieu et l'attaque. Qu'en est-il de Adli et de Bernedé? Bien sûr, ces deux joueurs sont jeunes, ils jouent en CFA, et je ne parle pas de les installer titulaires, mais les voir dans des bouts de match par-ci, par-là, pour moi c'est une nécessité. La perspective qu'on ne trouve pas de chaussures à notre pied
Ben, je vais y arriver cet hiver. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu, en gros, il y a deux chambres à l'UEFA et on est passé de la chambre A à la chambre B et à chaque fois ils rendent pas de conclusion et à chaque fois ils rendent ça à l'autre chambre. Enfin, en gros, il y a des raisons de penser que ça va être compliqué aussi cet hiver. Et on a besoin d'essayer ces nouveaux milieux pour peut-être trouver des solutions. Donc je parle pas de mettre Adli titulaire demain, mais je parle de le faire jouer 15 minutes par exemple mercredi. Je te parle de le faire jouer 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, etc. Pour que vient la fin du mois de janvier, vient la fin du mercato d'été, on a quand même d'autres solutions au milieu. Et je suis pas dans l'intimité du vestiaire, mais je suis sûr que des solutions, en fait, on peut en trouver plein. C'est sûr qu'il y a plein de joueurs qui vont pas immédiatement apporter satisfaction. Moi, il y a un joueur que j'aimerais, mais alors, pour le coup, on peut pas parce que notre axe gauche est vraiment très faible, mais j'aimerais tellement voir Bernat au milieu. Il y a aussi une chose, c'est que quand Alves va revenir, et ça va pas tarder à arriver, moi j'ai envie de voir Meunier et j'ai envie de voir Alves sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'Alves au milieu, moi j'ai envie de voir ça. C'est un joueur qui est à la fois capable de bloquer un peu son aile. Ah, ça je savais pas. Moi, par contre, tu vas voir, je conclus en te passant la main. Mais sur le milieu, c'est moi. Mais en gros, voilà, et c'est un joueur qui est un peu capable de bloquer sur son couloir et au-delà de ça, qui est tellement utile au milieu. Et je suis sûr que Bernat, c'est exactement la même chose. Et j'en reviens sur ces titis, ces deux titis-là, Bernadette, moi, qui m'apparaît cohérent. Le joueur a connu quelques blessures, il avait un niveau extraordinaire, il était plus d'ailleurs prédestiné à jouer 10, mais la mi-temps que j'ai vue contre le Bayern Munich me reste, il m'a tapé dans l'œil sur cette mi-temps, pas forcément parce que je m'emballe, mais parce que j'ai vu des qualités. Et Ali, à chaque fois qu'on l'a vu, c'est vraiment un joueur qui lui sait se projeter, qui essaye de trouver des passes, qui essaye d'apporter ce surplus au milieu. J'aimerais qu'il les essaye et j'aimerais qu'on reste dans cette idée statique de oh merde, on n'a que 2 milieux de métier. Ok, c'est un fait, on n'a que 2 milieux de métier. Maintenant, trouvons d'autres solutions. Après, une fois que j'ai dit tout ça, il faut prendre en compte ce Rennes qui, moi, m'a vraiment, vraiment fait du bien. Où j'ai retrouvé un plaisir primaire dans le foot, où t'es dans le fait d'essayer, t'es dans le fait de te battre. Alors ça durait qu'une demi-heure, je sais que je m'emballe pour très peu, mais ça se battait. Et il y a, au niveau de l'état d'esprit, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a shifté. Il y a eu cet avant-Rennes où les joueurs étaient plus ou moins installés, plus ou moins en attente de consignes du coach pour essayer des trucs, etc. Et il y a eu ces 30 premières minutes de Rennes où j'ai vu des joueurs qui essayaient. Enfin, pour moi, il doit aussi faire face à... Mais ça, c'est un sujet éminemment compliqué au Paris Saint-Germain, qui est la politique des stars au PSG. Alors, c'est sûr, cette réflexion, elle ne peut pas concerner directement, en tout cas, Mbappé et Neymar. Pourquoi ? Parce que, comme le dit Olivier à l'occasion, ce sont les joueurs qui font vendre des jeans en Chine. Je vais y arriver à prononcer la phrase. Mais j'aimerais quand même que de temps en temps il soit mis en danger, par exemple après un match comme Liverpool, que Mbappé se retrouve sur le banc, pas parce qu'il se fait suspendre, je trouverais que c'est une bonne chose, mais il y a tout un tas de cadres, et là-dessus je ne vais pas m'étendre parce que je vais passer la main à Basto qui tient à avoir sa main. Il y a pas mal de cadres enfin, ça peut plus durer, qui exercent leur influence depuis des années, et depuis des années on enchaîne les perles comme des putain, j'arrive à parler français, j'ai du mal. On enchaîne les échecs comme des perles au plus haut niveau. Et ces cadres-là ne sont jamais remis en cause. Et il serait peut-être temps un jour qu'on le fasse. Mais encore une fois, je vais laisser Basto psychoter sur ce sujet et parler de ses frénémies préférées. Eh ben, vas-y. Je lâche le chien du Tartare. C'est pour moi ? Le chien à 3 têtes. Bah, c'était Olivier dans le conducteur. Olivier. Comme vous voulez. Si je gêne, je peux vous laisser. Hein. Vas-y, Olivier. Allez, vas-y, Olivier. Allez, vas-y, Olivier. Moi, j'entends ce que dit Drayas, mais comparer Rennes et Liverpool, c'est exactement notre problème. C'est-à-dire que tu peux pas juger de la capacité de l'équipe, de son allant, de sa proactivité face à Rennes et face à Liverpool. On est dans deux mondes totalement différents. Nous, à Liverpool, contre Rennes, Dijon, machin, tu fais jouer n'importe lequel. Tu peux faire jouer Bernadette, tu peux faire jouer Adli, on gagnera. Il n'y a pas de souci. 2-3 coups individuels et c'est terminé. Là, on a pris conscience, et de façon brutale, aiguë, douloureuse, du haut niveau auquel on aspire. Alors,
pour moi, ce match arrivait malheureusement beaucoup trop tôt. Rien n'est perdu. Naples n'a pu faire que match nul à l'Étoile Rouge. On recevra Liverpool au retour. Mais on a vu le gouffre énorme qui nous séparait de ces effectifs qui fonctionnent ensemble depuis plusieurs années et qui ont un réservoir énorme. Aujourd'hui au PSG, on a 11 joueurs. C'est peut-être la première année où on a 0 profondeur de banc. On l'a vu, dès que Verratti manque, c'est la catastrophe. Si Rabiot manque, c'est la catastrophe aussi. Si Mbappé manque, tu es obligé de faire jouer Draxler et ça n'a plus rien à voir. Donc on voit bien toutes les difficultés qu'il y a. Donc il va falloir... Moi je ne sais pas si on a une solution. Moi je pense que l'effectif qui est détruit progressivement depuis plusieurs années, là arrive à sa phase terminale. Effectivement, il faudrait qu'il y ait un renouvellement de certains cadres. Je suis d'accord avec toi. Il y a sûrement des relations de confort et de non-remise en cause. Mais il y a surtout un non-renouvellement et des trous qui s'aggravent de plus en plus. Donc, est-ce que c'est possible de faire quelque chose avec cet effectif? J'en suis absolument pas persuadé. On va peut-être se contenter, mais finalement on est habitué au carton plein au niveau national. Et puis peut-être on va subir une élimination en phase de poule. Ben, ça sera pas dramatique. Beaucoup de clubs connaissent ça, même des très grands clubs. On sera reversé en Ligue Europa, on peut y faire un bon parcours. Pour moi, ça n'a absolument aucun caractère de gravité. Et ça fera peut-être prendre conscience à l'environnement et notamment à la direction de l'état dans lequel est le club aujourd'hui. Alors, mes espoirs, c'est d'abord Tourelle. Tu vois, j'y avais pas trop réfléchi, mais la façon dont tu as abordé son comportement me fait revenir dessus. Je crois que c'est un type qui a tout à fait compris comment il fallait aborder ces grands joueurs en position de confort, parce que c'est là où ils sont. Hein, c'est des grands joueurs, ils ont un palmarès et une stature qui est 1000 fois supérieure à la sienne, donc il les a abordés de façon humble et de façon copine. Voilà, il était un peu le maître d'école de la colonie de vacances. Mais il semble que les murs ont un peu tremblé après le match contre Liverpool, que la MSN en particulier a été remise en cause. Et peut-être que l'attitude de Neymar lors du match de Rennes ressort un petit peu de tout ça. Je crois que c'est le moment où c'est une phase de constat. Bon les gars, vous me dites que le 4-3-3 c'est votre truc, vous voulez rien faire d'autre. Vous me dites que vous êtes bon. Bah regardez, à Liverpool vous êtes fait ravager. Regardez le 4-3-3, bah, vous voyez bien que ça marche pas. Donc c'est peut-être le moment pour lui de prendre le pouvoir. Et même si c'est très difficile, parce qu'il n'a pas en main le matériel qu'il avait demandé et qu'on ne lui a pas donné, il y a probablement des solutions. Alors ces solutions, moi, le 4-3-3 pour moi c'est plié du fait de l'absence de vrai numéro 6. De toute façon, le 4-3-3, même quand on avait de très bons milieux, il nous a jamais permis de dépasser les quarts de finale, donc ça sert à rien d'insister avec ce système-là. Le 4-2-3-1, je trouve intéressant, notamment par son recentrage de Neymar. Neymar en 10, à mon avis, sera beaucoup moins personnel, sera beaucoup plus participatif, sera plus collectif que lorsqu'il fait son numéro sur le côté gauche, où en plus il déstabilise au repli défensif. Donc moi je serais assez satisfait qu'il poursuive dans cette hypothèse-là. Et puis du fait des défauts, notamment défensifs sur les côtés, moi je continue à croire à la défense à 3. Alors bien sûr on n'aura pas l'idéal de défenseur pour jouer avec ça, mais c'est un phénomène, enfin une position qui nous permettrait d'avoir un bloc plus serré, d'avoir une meilleure couverture de nos côtés et permettre aux joueurs justement latéraux qui ont de très grandes capacités offensives de pouvoir les développer plus efficacement en toute sécurité. Mais bon, j'ai bien conscience que tout ça, avec cet effectif-là, c'est du bricolage et qu'il va falloir s'attendre à une année très difficile, mais finalement totalement méritée par la façon dont le projet sportif est saboté depuis le départ de Leonardo. Je vais juste proposer un truc, à vous de voir si vous acceptez pas. Je propose juste de répondre à quelques petits points qu'Olivier a mis en avant et relancer Basso comme j'ai fait tout à l'heure. Est-ce que ça on veut me le faire tout à l'heure. Oh, cette haute. Oh, il est pas bien. Oh, il est pas bien. Non, non, on va le faire après pour rebondir. Je pense qu'on va laisser tous les intervenants participer. Si tu le veux bien, Andreas. Mais c'est toi le chef, Jimmy. J'obéis, moi. J'aime. Bon, bah j'y vais alors. Je me jette à l'eau. Je jette le chien du tartare à 3 têtes. Alors, je vais demander à Olivier de grogner en silence et de me laisser développer mes points, car je sais qu'on ne sera absolument pas d'accord.
Donc évidemment, nos soucis sont multiples. Évidemment qu'il y a un problème de mentalité, avec l'absence de leader positif, que ce soit dans le caractère ou dans le jeu. On est loin de l'époque Carlo, où on avait des mecs comme Alex, Mota, Maxwell et même Ibrahimovic, malgré ce que je peux penser de lui. Mais le problème reste plus tactique. On a une incohérence dans la construction de l'effectif, et effectivement, c'est compliqué de trouver des solutions, mais on peut en trouver, et on a une incohérence pour le moment dans les 11 alignés. J'ai parlé tout à l'heure des latéraux sans milieu capable de les accompagner dans les phases de transition. On peut aussi parler par exemple de Silva qui n'aime pas jouer bloc haut alors que Marquinhos est incapable de défendre en bloc bas et n'aime pas jouer en bloc bas. Donc ça crée des problèmes. Par exemple, pourquoi Silva marchait sous Carlo? Là, on avait une cohérence. Autour de lui, il y avait un axe pour faire avancer la balle. Il y avait Alex pour prendre l'espace et derrière pour la remonter tout en haut, il y avait Maxwell puis Verratti, puis Mota, puis Pastore, puis Ibra. Et ensuite, c'était à Menez et Lavezzi de prendre l'espace pour finir les actions. Mais ils sont plus là, ces joueurs. Il n'y a plus Mota, il n'y a plus Pastore, il n'y a plus Alex, il n'y a plus Maxwell, il reste que Verratti. Donc soit on continue à s'obstiner sur des circuits de jeu qui ne sont plus viables avec l'effectif actuel, soit on s'adapte. Moi, perso, j'essaye de m'adapter. Changer de système en passant à 3 derrière, mais en gardant les mêmes hommes, pour moi, c'est comme colorier un rond orange en vert, et croire que ça transformerait le rond en triangle. Pour moi, c'est un faux problème. C'est une fausse solution, pardon. Une fausse bonne solution. Donc je ne change pas. On peut changer le système, mais pour moi, il faut changer les hommes. Puisqu'on ne peut pas recruter, qu'est-ce que je fais? Là, c'est là que je risque de faire grincer. J'écarte en priorité Silva et Rabiot. Pour moi, Rabiot n'est pas indispensable. Et au contraire, pour moi, Rabiot, les problèmes, ce n'est pas quand il ne joue pas. Les problèmes, c'est quand il joue. Perso, je n'en peux plus de ces deux-là. À chaque fois, on voit les mêmes défauts. Ça fait des années. Donc j'arrête avec et je teste autre chose. Silva pourra aller chialer auprès de Nasser. Rabiot pourra chialer dans les jupes de maman. C'est pas grave, tentons autre chose. Soit tu prends des décisions, soit tu crèves d'une lente agonie. Faudra pas venir pleurer si on est éliminé en 8e de manière encore honteuse. Donc il faut vraiment changer, quitte à tester. Ça marchera peut-être pas, mais c'est pas grave. Tentons. Pareil, la MCN ne s'entend pas. Il faut peut-être rapprocher Neymar et Mbappé qui sont éloignés de l'entente. Bah, sacrifions Cavani, tentons quelque chose. Pourquoi pas, par exemple, un milieu, quand Alves reviendra, Verratti, Draxler, Alves, avec un Alves qui va plus au duel qu'un Rabiot pour moi, qui est meilleur sur les seconds ballons, et qui pourra aussi apporter une continuité dans le jeu, contrairement à Rabiot. Pourquoi pas, avec en plus des joueurs comme Draxler et Alves qui peuvent s'écarter sur les ailes et des latéraux qui formeraient un double... en se recentrant dans l'axe comme à Liverpool pour former un double pivot axial. Pourquoi pas, non pas jouer en 4-3-3, mais par exemple en 4-3-2-1 avec Neymar qui est recentré dans l'axe et Mbappé en pointe. Je pense que Neymar et Mbappé doivent être proches l'un de l'autre et doivent être dans une position plus axiale. Je veux pas croire, moi, contrairement à Olivier, que changer de circuit de jeu est impossible. On l'a vu en prépa, en l'absence de certains cadres, que ça pouvait exister. Comme le disait François Hollande, le changement c'est maintenant, à nous de le faire. Bien sûr, le risque que cela ne marche pas. On parlait pas de politique, je crois. Excusez-moi. Avec le risque que cela ne marche pas, évidemment, mais moi je ne change pas contre Rennes, je le tente dès Belgrade, je le tente contre Naples, je le tente contre Lyon, je le tente contre Marseille. Regardons, au pire on est éliminé, mais c'est pas grave. Ne nous obstinons pas dans une formule où on est voué à l'échec. Essayons de voir quelque chose qui peut rater, mais qui peut marcher. Essayons de rallumer l'étincelle, de rallumer le désir d'y croire. Et c'est pour ça, mon petit Tuchel, que je vais te demander d'arrêter de chercher de l'eau dans un désert et que je vais lui demander de trouver de l'eau dans ses sources d'inspiration et dans ses puits de connaissances. Je te fais confiance, mon Toutuche. C'est beau, putain. Alors, je vais me permettre de réagir après une attente prolongée. Vas-y. Alors déjà, par rapport à Olivier, s'il te plaît, t'es méchant quand tu dis ça. Je ne compare pas Rennes et Liverpool. Je comparais Rennes et Nîmes. C'est pas pareil. Je suis pas en train de dire parce qu'on trouve des solutions en Ligue 1, on va commencer à les trouver à Liverpool. J'étais en train de dire qu'on commence déjà simplement à trouver des solutions parce que contre Nîmes, on n'en avait pas. On finit par y arriver parce que les équipes se fatiguent et qu'effectivement Tuchel fait un changement à deuxième mi-temps, mais qu'on prenne en compte que un détail important, pourquoi est-ce que tout à coup on est bon dans les deuxième mi-temps? Parce que chaque équipe veut faire son match contre Paris, à chaque fois ils se défoncent en première mi-temps, et ben, les mecs ils sont fatigués en deuxième. Ça a été vrai à Nîmes, mais ça a été vrai dans beaucoup de cas. Et je suis pas dans cette comparaison, je parle pas de titulariser les jeunes, je parle pas de tout ça, je parle d'au moins les essayer. Tu vois, encore une fois, quand j'étais en train de parler tout à l'heure, je parlais pourquoi est-ce qu'on ne verra pas par exemple Adli un quart d'heure sur le match de mercredi, ou qu'on le voit 5 minutes par-ci. Je te parle pas de les avoir pour maintenant, je te parle de les avoir pour janvier, justement pour étoffer
ton choix et tes possibilités. Le fait est qu'on a vu par exemple, si on prend un joueur qui a été beaucoup utilisé, ça a été Nkunku pendant la préparation, ce Nkunku a complètement disparu. Ah non, pardon, il est réapparu pour jouer quoi? C'était 2 minutes 25 il y a 2 matchs. Et encore une fois, oui, il ne s'agit pas de comparer des matchs de Ligue des Champions avec des matchs de championnat. Le niveau d'adversité n'est pas le même, le niveau de pressing n'est pas le même, l'enjeu mental, et c'est surtout peut-être même ça, l'énorme différence entre la Ligue des Champions et le championnat, l'enjeu mental est infiniment plus fort. Mais si tu n'essayes pas en championnat de bousculer les choses, de trouver des solutions, c'est sûr qu'en Ligue des Champions, des changements, tu n'en verras absolument pas. Tu vois, aller au haut niveau sans essayer quelque chose, c'est comme aller à la guerre avec de fausses convictions. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est pourquoi pas aller à la guerre un peu plus avec des envies. Moi, j'ai vu à Rennes une tentative, et moi, ça me plaît. Et il y a une chose sur laquelle je réagis, et vous deux, vous le dites, je sais pas, c'est comme si tu te disais, j'ai pas dit que le 4-3-3 c'est une solution, je m'en fous du système. Je suis juste en train de constater qu'on a un milieu qui prend l'eau comme c'est pas possible, comme le souligne assez justement Basto. On a des milieux qui sont pas capables de suppléer les latéraux pour leur offrir cette possibilité d'aller devant, d'où entre autres mon choix de voir Bernat au milieu ou Alves au milieu pour justement offrir cette palette-là. Mais le fait est qu'on a un milieu qui se fait exploser dans tous les sens. Donc on a besoin de rajouter un homme dans ce secteur-là. C'est juste ce constat-là. Et ça ne veut pas dire que c'est un choix défensif. Je ne suis pas du tout en train de parler du fait de mettre que des joueurs défensifs au milieu. Moi, j'ai envie de voir un mec défensif, et ce mec défensif, ça pourrait être Verratti. Et ensuite de ça, de mecs, Draxler par exemple, Bernat ou Alves ou etc. C'est vraiment pas ça. C'est juste. Pour moi, le système, et il y a un homme qui le dit bien mieux que moi, c'est Tourelle lui-même. Il y a un moment, on lui a posé la question, mais vous pratiquez plein de sous-systèmes, etc. Il a dit que le système, c'est un détail. Il va utiliser ce système-là, il va changer de système pour essayer de déstabiliser l'adversaire, il cherche à quel moment, mais c'est du détail. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit, c'est l'investissement, c'est les joueurs prêts à sortir de leur zone de confort, et c'est cette mentalité-là, cette mentalité de toujours rechercher le mieux, de toujours se battre pour le mieux. Pour le coup, c'est Unai Emery qui en parlait très bien avec son fameux La Guerra, ou je sais plus comment il disait, du joueur qui va tout le temps chercher à aller plus loin, et Tourelle cherche à créer la même chose. Mais le système, je suis pas du tout fixé dessus, je m'en fous du système. Là, c'est juste un constat, le milieu se fait complètement dévorer, on perd complètement, et surtout, on a cette espèce de bloc complètement éclaté, avec je ne sais pas combien de joueurs devant, et je ne sais pas combien de joueurs derrière, c'est le 6+3 si vous voulez, le 7+3, le 6+4, le machin, le truc, etc. Mais il y a un énorme trou au milieu. Ce que je veux, c'est juste qu'il y ait un bloc. Et à l'heure actuelle, avec les trucs actuels, c'est juste que, pour l'instant, le seul truc qui ressemble à un bloc, les seules fois où on a un truc qui ressemble à un bloc, c'était le 4-3-3, c'était Rennes. Et je parle pas de Liverpool, je parle pas de tout ça. Ensuite, j'aimerais réagir à ce que disait Basto sur Rabiot. Oui, Rabiot a plein de défauts. Oui, Rabiot est insupportable, tout ce que tu veux. Mais tu te passes de Rabiot, t'es dans la merde. Parce que si t'as Verratti, c'est quand tu le mec, t'es dans la merde. Là-dessus, je suis vraiment pas d'accord. Parce que si en plus t'as pas Verratti qui est en forme, que t'as pas Rabiot, là c'est une calamité. Là, c'est une calamité. T'as pas Verratti, oui, quand t'as pas de solution, mais dans la Non, mais Rabiot n'est pas forcément un problème. Ça dépend par qui est-ce qu'il est entouré. Non, ce sera toujours un problème. Ce sera toujours un problème. Mais là, j'ai l'impression que tu es en train d'hériter de la vision de quelqu'un et que tu la répètes plus que. Non, c'est ma vision depuis 3 ans, l'axe défensif, donc j'ai pas changé là-dessus. Je parlais déjà avec Jimmy sous blanc qu'on était complètement bouffé dès qu'il y avait un moins de pressing. On parlait déjà de ce bloc coupé en deux qui existait pour nous sous blanc, même si les gens ont eu l'air de le découvrir sous Unai Emery. Pour moi, c'est une continuité de ce qu'on doit depuis le départ de Carlo. Là-dessus, je suis d'accord, mais Rabiot n'en est pas le responsable. Rabiot n'en est pas le responsable, c'est lui donner il fait partie du problème. Il fait partie du problème. Par rapport à ceux qui peuvent. De la même manière que si on revient aux années blancs, de la même manière qu'un Marco Verratti faisait partie de ce problème-là. Je pense qu'on a assez parlé aussi du double match de Rabiot contre Madrid l'année dernière, où c'est peut-être le pire joueur sur l'aller-retour, où il est incapable de savoir se déplacer, que ce soit, que ce soit défensivement ou offensivement, et il est surtout incapable d'aller derrière la ligne de pression et trouver les décalages. Vrai, je suis pas du tout d'accord là-dessus. En 6, en tout cas, il en est incapable. En 6, et encore, parce qu'encore une fois, contre Rennes, alors c'est pas Liverpool, c'est pas le Real Madrid, mais contre Rennes, alors qu'il ne l'avait fait sur aucun des autres matchs précédents, dans les 30 premières minutes, il trouve pas mal de décalage. Faire une passe et rater 5 occasions parce que tu gardes trop la balle, ça donne des champions avec plus de pressing et plus d'intensité. Non, je suis désolé, objectivement,
contre on va laisser la... On regarde les 30 premières minutes, dépasse, il en a 4-5. On va laisser la parole un peu à Olivier. Olivier, dans les faits, il en a 4-5. Olivier, qu'est-ce que tu as à répondre de tout ce que tu viens d'entendre? Ouais. Oh, Draias. Ils n'avaient pas contre Nîmes, ils les avaient Draias pas. Basto, Bah, s'il vous Le fait plaît. contre Saint-Etienne, le fait pas dans les Non, gros matchs, non, c'est pareil. non, non. Draias, Olivier. Oui, c'est bon. Ils avaient pas depuis le début de la saison. S'il vous plaît. Ils Olivier, avaient qu'est-ce que tu as à répondre de tout ce que tu entends de très beau? Mais je voudrais qu'on peut-être on se repasse le podcast de la fin d'année où on faisait le bilan de l'effectif et ce qu'on voulait garder, ce qu'on voulait changer. Rabiot, si on avait pu prendre mieux, bah bien entendu. N'importe quel joueur. Le problème, c'est qu'on a gardé ceux sur lesquels on avait des doutes. On a perdu des joueurs qui auraient pu apporter quelque chose et surtout, on n'a pas remplacé les joueurs dont on a besoin. Alors moi, je me méfie toujours de celui qui ne joue pas pourrait jouer mieux que celui qui joue. Au foot, il faut se méfier de l'absent qui a toujours raison. Bah oui, si des joueurs ne jouent pas, il y a un entraîneur, c'est qu'il y a une raison pour laquelle il ne joue pas. Moi, je les suppose pas supérieurs à ceux qui jouent. Moi, je pense qu'on a un groupe de très bons joueurs qu'il faut privilégier parce que on gagne au foot avec les très bons joueurs. Le système, effectivement, n'est là que pour les mettre dans les meilleures dispositions pour exprimer leur qualité. Donc je ne vais pas trouver la solution pour faire jouer des jeunes qui ont 19 ans, que tu vas lâcher dans... D'accord, les essayer de temps en temps, c'est quand tu as une équipe bien en place, où tu es bien organisé, tu les fais rentrer dans de bonnes conditions, tu peux les tester, etc. On a connu les emballements des matchs de pré-saison. J'entends pour Nkunku ce que j'ai entendu pour Calegari il y a 2 ans. Nkunku, c'est un joueur qui est un attaquant, plus qu'un milieu de terrain, et il est à des milliers de kilomètres de ce qu'on a en magasin en attaquant. Donc, on a des points forts. Essayons déjà d'organiser leur fonctionnement. La MCN, c'est notre joyau. On a foutu les bijoux de famille dessus. On n'a plus un rond pour faire quoi que ce soit. Essayons déjà de faire fonctionner ça. Ça sera déjà un élément énorme. Ensuite, milieu de terrain, on n'a plus que Rabiot et Verratti. Verratti, on est tous d'accord. Rabiot, peut-être on l'aurait pas gardé, mais il est là. Et il est meilleur que tous les autres. Bien meilleur que tous les autres. Donc, on est obligé de faire un milieu Verratti-Rabiot. Tous les autres trucs, ça sera moins bien que ça. Et puis ensuite, on a des joueurs en défense. On a peut-être préféré d'autres types de défenseurs, mais on a des bons défenseurs. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas déplorer aujourd'hui parce qu'on est dans une phase de construction. Les matchs qu'on vit aujourd'hui, c'est des matchs de laboratoire. On n'a pas tiré, Tourelle n'a pas encore tiré le maximum de ce qu'il peut tirer parce qu'il récupère cet effectif, il l'évalue, il y a des joueurs qui ont été absents, qui sont rentrés en retard. Voilà, laissons-lui les 3-4 mois qui vont lui permettre de mettre en place avec les meilleurs joueurs. Après, on verra si on peut trouver d'autres solutions. Mais déjà, repasser sur d'autres solutions alors qu'on n'a pas tiré le maximum des meilleurs joueurs, moi, ça ne me semble pas une bonne approche. Mais je me trompe, sûrement. Olivier, tu le dis toi-même, c'est s'il y a jamais il y a Marco Verratti qui se blesse ou Rabiot qui se blesse, on est en situation de PLS à défaut d'être capable de trouver un meilleur mot. Et il faut bien essayer de trouver une réponse à ça. Plutôt que de rester, il a essayé, il a essayé de retrouver devant le fait accompli à un moment. Et si tu veux, je suis pas tout à fait d'accord. Je vois pas en quoi faire rentrer un jeune 10 minutes avant la fin d'un match, voire 5 mais qu'est-ce que minutes, ça va changer dans un premier temps. Qu'est-ce que ça va changer 10 minutes, tu vas te juger sur 10 minutes. C'est juste, ça le prépare pour le futur. Ça le prépare pour le futur, ça lui fait prendre conscience des conditions, ça le fait jouer un petit peu avec ses partenaires autrement qu'en situation d'entraînement, parce qu'on sait tous que cette situation-là a des limites, mais ça le prépare un petit peu, et tout à coup, tu vas te retrouver en janvier avec potentiellement des réponses, parce que tu en as peut-être un qui, tout à coup, tu l'auras vu 5 minutes, puis un coup, tu l'auras vu 15 minutes, et potentiellement, lui, tu auras peut-être envie de le voir plus. Je dis pas que ces joueurs sont prêts, pas du tout, je suis pas en train de te dire qu'il faut les mettre titulaires demain, mais je vois pas en quoi le fait qu'ils soient en train de faire des recherches, il a très souvent 1 ou 2 changements qui le restent en fin de match. Pour quelle raison ne pas faire rentrer des jeunes à des postes? Il a fait un Diaby à Saint-Cloud à la place de Las, par exemple. Diaby. Mais à un poste, un secteur qui est le milieu, je vois pas ce qui l'empêche de le faire. Surtout quand on est en train de mener 3-1 contre une équipe. Ça ne me semble pas être la priorité. La priorité, c'est déjà faire bien jouer les bons que tu as, avant de faire des paris sur les jeunes. Oui, mais ça me semble être la priorité, et je pense que tu dis la même chose que moi, c'est que si jamais tu as un des 2 joueurs du milieu qui se blesse, tu vas être obligé de les utiliser.
Donc ou est obligé de trouver des solutions alternatives comme Marquinhos qui est au milieu. Autant essayer d'anticiper en fait ces problématiques-là. Et je te parle pas de les anticiper pour demain, je te parle de les anticiper pour janvier-février. Voilà, non mais autant je suis d'accord avec toi qu'il faut trouver des solutions. J'ai entendu ton argument. Autant je pense qu'il faut trouver des solutions, mais il me semble exister avant les jeunes des solutions, comme Basto a pu l'évoquer, Alves, Draxler. Il y a des joueurs qui sont des grands joueurs, des joueurs qui ont de l'expérience, qu'il faut essayer avant d'essayer des jeunes. Je peux te mais je t'en prie. Mes amis. C'est bon pour moi. Oui. On va achever ce long podcast sur ces belles paroles. Ça vous va? Tout à fait. Parfait. Eh bien, mes amis, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. C'était un podcast très intéressant. J'espère que Tourelle écoutera toutes vos idées. Parce qu'on sait qu'il écoute les podcasts toutes les semaines. Hein. On le sait très bien. Merci à vous, mes amis. Basto. Eh bien, merci à vous tous. À la prochaine. Olivier. Merci, à bientôt. Dryas. Ciao tout le monde. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Je vous conseille d'aller visiter notre site leclubpanam.fr avec plein d'articles intéressants, de nous suivre sur Twitter @leclubpanam. Je vous dis bonsoir, à bientôt de l'autre côté et merci de votre écoute comme toutes les semaines. Merci à vous mes amis, bonsoir à mes consultants préférés. Bonsoir. Salut. Ciao tout le monde.